oui, être premier, il y a que ça. Être second, ça existe pas. Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Go ahead. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Make my day. Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous? Le second, c'est un con. Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire, afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 47, et pour m'accompagner, comme d'habitude, mon vacancier attitré, Stéphane Boulet, alias Pluggy Baby. Hello papa, comment vas-tu ? Bonsoir Daniel, ça va très bien, bonsoir tout le monde. Je ne suis pas encore en vacances, tu es un peu tôt là. Ah merde, bientôt. Au moment de diffusion, c'est-à-dire dans 2 jours, t'es pas en vacances ? Non, au moment de diffusion, je suis pas en vacances non plus. Ah là là, qu'est-ce que ça serait bien si t'étais en vacances et que, oh là là, que tu sois à moins de 4 heures de train de Paris. Ouais, quelque chose comme ça, et qu'il y ait une chambre de libre dans la maison pour voilà, ce serait bien finalement. Tu ce genre de acceptes choses. les gens sans Noël fixe ? J'accepte évidemment les gens sans Noël fixe. Mais attention, Noël païen, hein, forcément. Ah d'accord. C'est-à-dire qu'on mange du fromage. Voilà. Et bon, vous l'avez entendu, c'est Stéphane Boulet, alias GK Plugin Baby sur Twitter. Je suis Daniel Andrieff, Camille Robotics, et donc on est notre épisode 47. Et on s'adresse aux années 80. Et avant qu'on fasse notre rundown, on reparle du top qui n'est toujours inchangé depuis qu'on a repris les années 80. Il faut que je vous fasse nos excuses pour Parle à mon Luc, qui est disponible depuis 3 jours. Donc le 2e épisode de Parle à mon Luc, qu'on a enregistré il n'y a pas si longtemps avec papa et avec le dénommé Quix. Et je vous fais mes excuses parce que je suis désolé. Parce que j'aime plus jamais ça. C'était horrible. C'était un moment dur. C'était un moment. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses toi ? T'as pas encore entendu le montage à l'heure qu'il est ? J'ai pas entendu le montage, mais je sais que l'enregistrement, je sais qu'on a souffert tous. À un moment donné, nerveusement, c'était difficile. Je m'en veux parce que c'est mon idée les trucs. On s'est dit ouais putain, on aime parler cinéma, on aime commenter les films, faisons ça. Ah, Jesus, celui-là, il était vraiment... et je crois que... Et tu sais quoi, est-ce que c'est le pire ou pas ? Je sais pas. Je sais pas... Alors, spoiler, à mon sens, c'est pas le pire. Mais c'est peut-être le plus long. Et en tant que co-host de Super Ciné Battle, je voudrais adresser toutes mes excuses à Mortal Kombat, qu'on a classé en dessous de ce film. Je me demande comment on en est arrivé à quelque chose comme ça. Je sais pas, c'est à un moment donné, je pense que au dernier moment, on a dû se dire, allez, voilà, il y a Pascal Grégory dedans, on va lui remonter d'une place. Voilà. C'est le meilleur film de Pascal Grégory, hands down. Ça, ah oui. Voilà, c'est sûr. Tu peux pas nier quand même et d'ailleurs, la performance. On relance ici l'appel. Pascal Grégory est invité officiellement dans nos podcasts parce qu'on veut vraiment discuter de lui, du tournage de Jeanne d'Arc. Voilà, il y a vraiment. On est tombé amoureux de Pascal Grégory en regardant Jeanne d'Arc et maintenant on veut tout savoir de son point de vue. Director's Cut, il y a pas Luc Besson, il y a pas Vincent Cassel, il y a pas Mila Jovovich, mais il y a Pascal Grégory. Et Pascal Grégory, hilar. C'est surtout ça. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on aime. Alors, Super Ciné Battle, les années 80. Alors, est-ce qu'on vous fait le top ? Si, allez, on vous le fait très vite. Bah oui. Robocop, Die Hard, Akira, Blade Runner, Raiders of the... Vas-y, fais-le toi et rapide. Donc Robocop, Die Hard, Akira, Blade Runner, Les Aventuriers de l'Arche perdue, Abyss, The Thing, Full Metal Jacket, Back to the Future et Mon voisin Totoro. Et tu sais quoi, on va aller jusqu'à 17 puisqu'il y a une nouvelle entrée. Oui, c'est la plus haute entrée depuis la reprise, c'est la 17e place. Furio, Fly, E.T., Elephant Man, Predator, Police Story et juste au-dessous... Voilà, Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin. Qui est diffusé, je crois, demain, donc c'est trop tard, mais il vous reste encore 2 jours pour en profiter du PIF. Oui, du PIF. Du festival du film fantastique à Paris et qui est vraiment une programmation géniale. Ouais, la programmation est vraiment d'enfer. Enfin, on a d'ailleurs fait un peu la pub pour le festival sur Twitter avec nos comptes et le compte officiel, mais
Vraiment, c'est éclectique. Il y a à la fois des nouveautés, à la fois des anciens trucs, Des classiques, ouais. il y a vraiment et super. plein de trucs super cool. Enfin, c'est l'occasion de voir Shin Godzilla. C'était l'occasion de voir Shin Godzilla au cinéma en France. Et Voilà, alors, donc, alors on passe, il reste encore 2 jours, et il passe encore des films du festival. donc voilà, donc ouais, allez au pif. Ouais. Allez-y au pif. On va pas faire la fin, parce que la fin, c'est les mêmes films, il y en a pas de rentrée, on va se le garder pour la prochaine fois. Et on va tout de suite passer à une liste un peu in your face. C'est une liste qui s'appelle De Niro Forever the Best. C'est tout simplement. Tout simplement. C'est une liste qui nous est envoyée par Fabien Liey. Merci Fabien pour ta liste. Et on commence par Raging Bull. Bah voilà, Raging Bull, Martin Scorsese, donc qui est un biopic du boxeur Jack LaMotta, film qui a la particularité d'être tourné en noir et blanc, qui a d'ailleurs, je crois, gagné l'Oscar de la meilleure photographie, si je me trompe pas, ou alors il était au moins dans la section officielle pour l'Oscar de la meilleure photographie. Donc De Niro avec Joe Pesci qui joue son frère, si je me souviens bien, si je remets bien les choses dans le bon ordre. Et donc c'est un film de boxe. Il a eu le meilleur montage et évidemment le meilleur acteur pour Robert. Voilà, meilleur acteur, mais voilà. Et meilleur montage, c'est Thelma Schoonmaker, donc évidemment, forcément. Meilleur montage, je pense que je lui donnerai le meilleur montage chaque année, moi, si, si tu me laissais faire. Je peux te croire. Donc oui, c'est un biopic sur la boxe, enfin, c'est genre un sujet... je crois que la boxe va être le sport le plus adapté de toute l'histoire du cinéma, je crois qu'on en avait déjà parlé en plus. Mais c'est un biopic qui est assez particulier dans son rapport justement au sport et aussi à l'exercice même de la biographie, parce que c'est contrairement à, enfin je crois que j'en ai déjà parlé, mais il y a toujours un truc qui me gêne beaucoup dans beaucoup de biopics, c'est que les mecs ils partent du principe que c'est une histoire vraie et donc ils posent leur caméra et ils laissent la scène se dérouler, tu sais. Et ils veulent essayer de retomber sur leurs pieds par rapport à ce qui s'est dit. Voilà, et ce qu'ils cherchent absolument, effectivement, c'est la véracité vraie du moment, quasi faussement documentaire, parce que un documentaire, c'est, enfin, sans parti pris, t'as pas de documentaire. Enfin, je veux dire, le documentaire, c'est du cinéma aussi. Donc c'est une espèce de croyance qui est très étrange et partagée par beaucoup de monde et que tu retrouves dans beaucoup de biopics. Cette espèce de paralysie face à l'enjeu. C'est une histoire vraie, voilà. Tout ça, voilà. Paralysé face quand on t'assomme avec ces infos, quoi. Voilà, paralysé par l'enjeu, au poids de l'histoire, machin. Et là, Scorsese, il fait pas du tout ça. Il fait vraiment ça pourrait être presque un film de fiction, parce que il est vraiment dans une espèce il plonge en fait au cœur de la hargne. C'est pour ça que d'ailleurs il a choisi de l'appeler Raging Bull, parce que c'était un des surnoms de Jack LaMotta. Mais lui, ce qui l'intéressait, c'était vraiment rentrer dans cette espèce de violence absolue qui était non seulement sur règle, mais surtout qui était constitutive de la vie de Jack LaMotta. C'est-à-dire que c'était un type inculte et brutal en fait. Et c'était ça que Scorsese voulait montrer. Et vraiment, il met sa caméra, le montage, la photographie, au service de cette idée. Et les matchs de boxe de Raging Bull, c'est des moments de pur cinéma hallucinant. Incroyable. Alors, tu dis que c'est une brute et tout, c'est quand même basé sur son autobiographie. Oui, bien sûr. Il l'a écrit, quoi. Oui, bien sûr. Mais c'est-à-dire que vraiment, lui, ce qui l'intéressait, c'était ce côté, ce côté monstre de violence au quotidien. Et voilà. Et les combats de boxe de Raging Bull, enfin, c'est vraiment des moments extraordinaires et surtout, enfin, ce qui est génial, c'est que on est vraiment à chaque fois dans une optique de montage, de mise en scène où tu vas à un moment donné basculer du point de vue des personnages. Il y a cette espèce il y a ce plan incroyable quand incroyable le transtrave. C'est, je crois, lors de son tout dernier match. Ouais. Lors du tout dernier match où en fait ça donne une espèce d'atmosphère quasi fantastique finalement à cette rencontre. Et dans l'absolu, enfin pour les passionnés de sport et de boxe, c'était une rencontre mythique. C'était contre qui déjà? Je me rappelle plus le dernier match, c'était le Bloody Valentine, enfin pas le Bloody Valentine, mais c'était le jour de la Saint-Valentin. Donc voilà, c'était contre Sugar et Robinson. Donc il y a ce fameux plan à un moment donné, donc la caméra qui fait un travelling avant sur Sugar et Robinson et qui en même temps dézoome pour en fait dévoiler le décor. Et vraiment là, on rentre
non pas dans ce que voyait Jack LaMotta, mais dans ce qu'il ressentait. Ce côté, je suis face à un monstre aussi, et je ne vais rien pouvoir faire. Et vraiment, voilà, et tous les matchs, tout le montage est centré autour de cette idée que on vit vraiment le film et les combats à travers l'esprit de ceux qui subissent ou qui dominent lors des échanges, quoi. Et puis, il n'y a pas que le montage et la réa qui est parfaite. La musique est géniale. Il y a vraiment... c'est vraiment genre, c'est Scorsese à son meilleur, quoi. On commence en fait la grande décennie de Scorsese. Vraiment, enfin là, il a trouvé son rythme de croisière, et il est en phase parfaite avec son cinéma et avec il se donne les moyens de le faire. Sujet, et en plus son rapport avec De Niro. Voilà, et De Niro, voilà, qui c'est le fameux You Fuck My Wife. You fuck my wife, voilà. Je pense que c'est pas De Niro qui l'a volé à José Garcia. Ouais, non, c'est pas voilà, mais voilà, non, mais ça fait partie des moments qui, je pense que si on devait écrire un jour les 50 plus grandes répliques de l'histoire du cinéma, s'il y a pas celle-là au minimum, en plus De Niro on lui en dit beaucoup, c'est qu'il y a un problème. Enfin voilà, c'est vraiment même rentré dans l'imaginaire collectif, même si les gens savent pas forcément de quel film ça vient. Mais genre tu dis fuck my wife, tout le monde va se mettre la tête de travers avec une petite moue comme ça, tu sais. C'est devenu automatique, quoi. Enfin et De Niro, voilà, incroyable. Un des plus grands films de boxe, et même un des plus grands classiques des années 80. Et voilà, c'est fou parce que ça tombe vraiment dans les années 80. C'est vraiment, ça annonce le déferlement de cette décennie, quoi. Ouais, tout à fait. Et c'est curieux parce que le tour de force, c'est que, en fait, si tu regardes bien, c'est un film, moi j'ai mis un certain temps avant de réellement apprécier, parce que Jack LaMotta, c'est un personnage imbuvable, en fait. Vraiment. Il est dégueulasse, il est jaloux maladif. Oui, c'est... Ouais, le fuck my wife, c'est vraiment, ça vient de ça. Hein, oui, exactement, ouais. Il est maladif. Enfin, c'est un fou. C'est un fou, je sais pas, mais c'est un malade, quoi. Oui, c'est un type qui est détestable par tous ses aspects. Et vraiment, c'est la première fois que tu le vois. Enfin, c'est très étrange à prendre parce que Scorsese, en fait, il arrive là-dedans, il décortique tout ça, mais il est pas justement dans l'espèce de morale judéo-chrétienne, etc. Enfin, on essaye. Il y a vraiment une prise de recul. Enfin voilà, c'est pas un Rise and Fall bête et méchant, quoi. Oui, c'est même pas enfin, même si effectivement le film se termine sur le dernier combat perdu de Sugar Ray Robinson, t'as pas le côté voilà, moraliste, etc. Enfin, tu dois gérer ton rapport à ce personnage qui prend tout l'écran, parce que voilà, il est aussi hyper charismatique, hein, faut pas se le cacher, mais qui est imbuvable, qui est vraiment enfin, un être humain exécrable, quoi. Où est-ce qu'on va le mettre? Où est-ce qu'on va mettre Raging Bull? Ce film coécrit par Paul Schrader et Martin, si je me souviens, mais où Scorsese et De Niro pourraient partager le crédit tellement ils ont... De toute façon... Ouais. Puis après même, je veux dire, Paul Schrader, en termes d'écriture... Tu veux dire le mec de Taxi Driver, quoi. Voilà. En termes d'écriture, c'est un type... surtout ces années-là, parce que après les années 90, c'était un peu plus compliqué. Mais Paul Schrader de ces années-là... Non mais... Quand on parle de Paul Schrader, on pense pas à The Canyons, quoi. Bret Easton Ellis, on pense à ça, plutôt. On pense exactement à ça, voilà. Donc, oui, c'était là encore, c'était la rencontre de tous les bons mecs au bon moment. Ah, ça c'est clair, c'est exactement ça. Et au top de leur forme, je veux dire, jouer comme De Niro l'a fait, ce rôle. Bon, alors tout le monde a parlé de sa transformation physique, mais c'est pas que physique, c'est vraiment. Ah non, pas bien sûr, c'est confondant, quoi. Alors, où est-ce qu'on va le mettre? En sachant que pour moi c'est clairement un top 20. Eh ben écoute, moi je le mettrais sous La Mouche. Donc au-dessus d'E.T. Au-dessus d'E.T., c'est ça. Ok. Ding ding ding. Voilà. La cloche. La cloche de la gravure dans le marbre. Putain, il faut que je rajoute un son de cloche en fait à chaque fois que je grave les trucs dans le marbre. Alors, ou alors un son de pique fait tuc 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 tuc. C'est vrai. Eh bien écoute, ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu un film qui est rentré aussitôt au top. Mais en même temps, on a essayé de faire... Enfin, tu sais que j'aime bien commencer par une liste un peu thématique.
Et là, bah, évidemment, il fallait faire un peu de Robert De Niro, quoi, quand même. Bah oui, ouais, et puis bon, en plus, ouais, comme on a dit, le Robert De Niro de ces années-là, bon, on va dire qu'il était plutôt bon, hein. Ah, c'est pas le happy grandpa, tout ça. Et Voilà. c'est pas le De Niro qui met un doigt dans le cul de Zac Efron. Zac Efron, ouais. Voilà, c'est pas celui-là, c'est pas le même. Qu'est-ce qu'on est méchant avec ce papy. Putain, c'est fou, hein, comment une icône comme ça a pu... Ouais, comment c'est possible? Il y a un vrai arc de carrière à décrire. Qui pourra le jouer? T'es prêt pour j'étais prêt dans le ventre de ma mère. Bien sûr. Faudrait que je fasse un jingle avec ça. Deuxième film de la liste de Fabien, c'est Il était une fois en Amérique. Sergio Leone. T'en as entendu parler? Non mais alors, on va attaquer très haut parce que, enfin, Il était une fois en Amérique, le dernier film de Sergio Leone. Donc pas le plus personnel. Non, mais un des plus puissants. Voilà, une histoire de gangster, une fresque même, c'est même pas une histoire, c'est carrément une fresque. Ça se déroule dans les années 60, mais ça s'étend un peu plus. Ça commence même dans les années 30 en fait. C'est vrai. Ça commence dans les années 30, enfin ça se déroule 30 jusqu'à la fin des années 60 à peu près. Donc on balaye 30 ans d'histoire d'Amérique. Mais par le biais de la mafia. Par le biais de la mafia. Et des gangsters. Et des gangsters. Et on est dans cette... Aussi, on voit à travers le regard d'enfant qui découvre en fait ce monde. Mais ce attends, monde-là. avant de commencer, on n'a pas dit, pour ceux qui connaissent pas, mais normalement... Pour qui Robert De Niro? Stop, arrêtez-vous et allez le regarder et revenez. Voilà. C'est la troisième partie d'une trilogie. Il était une fois dans l'Ouest. Ensuite, il était une fois la Révolution c'est ça. Qui se base dans la Révolution mexicaine. Et là, l'Amérique, pour lui, c'est toujours... Il s'intéresse toujours aux vilains gaillards, quoi. Il s'intéresse aux vilains gaillards, et puis il s'intéresse Et là, c'est les gangsters, quoi. Au mythe moderne de l'Amérique, en fait. Donc... c'est un film long, hein, on va pas se le cacher. Je crois que la Director's Cut doit faire 4 heures et quelques, je crois. Mais moi c'est un film que je vois pas le temps passer. Non, mais c'est un grand film. C'est un film au contraire qui tire parti justement de sa longueur, de sa langueur même. Les plans sont hallucinants. Il y a des choix des choix narratifs, des choix de mise en scène qui sont à la fois super audacieux mais pas tape à l'œil. Enfin vraiment, il y a des gens ça arrive, qui n'aiment pas forcément Sergio Leone. Bon, alors heureusement que... Alors, je l'avais dit quand on a évoqué Sergio Leone dans les années 70, je crois. Moi, Sergio Leone était persona non grata à la maison. Mon père m'avait inculqué la détestation du western spaghetti et donc de Sergio Leone tout entier. Et il a fallu que je m'y mette par moi-même plus tard pour bien apprécier, quoi. Mais vraiment, c'était très ancré, très profondément. Il n'y avait pas le droit à ça, quoi. En même temps, alors que ma mère adorait, c'est ça le paradoxe. Oui, mais en même temps, c'était quand le Sergio Leone est sorti avec ses western spaghetti, c'était très transgressif aussi à l'époque. Oui, et maintenant on a le recul des années et on comprend mieux ce que ça a représenté pour toute une génération de cinéphiles. Et alors que quand on était dedans, évidemment, on voyait le western spaghetti exploitation, quoi. On voyait tous ces films qui défilaient et on se disait merde, quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi. Oui, c'est ça, oui, parce qu'il faut pas oublier que les western spaghetti, en gros, ça a duré à peu près 10-12 ans. Mais il y avait, il y en a eu des tétrachés. Il y a eu des tétrachés. Mais en même temps, c'était ça l'Italie. Kilo, tétra. Voilà. L'Italie, il faut bien se rendre compte qu'à cette époque-là, le film d'exploitation italien des années 60 jusqu'à peu près les années début des années 90, parce qu'après ça s'est vachement ralenti. C'était des types. Littéralement, ils écrivaient un morceau de scénario sur une feuille de papier. Ils allaient voir un producteur, on leur disait tiens, je te file tant et tant. Le mec fait ok, parfait, on a 10 jours de tournage, on part tourner. Ils reviennent, ils ont pas fini le montage, ils repartent sur un autre. Enfin, c'était sans pitié, quoi. C'était vraiment sans pitié. Et donc les western spaghetti, ça a duré 12 ans, mais il y en a eu des centaines, quoi. Ils ont exploité, voilà. Mais bref, du coup, back to
to l'Amérique. Back to l'Amérique. Et là, on est sur un, on n'est pas du tout, enfin, même si tu reconnais le style de Leon, on n'est pas du tout dans les gimmicks, quoi. C'est-à-dire que vraiment, il réinvente sa mise en scène. Il s'est réinventé pour le dernier. Ouais. Voilà, il réinvente sa mise en scène pour s'adapter à son sujet, pour s'adapter à ce qu'il veut raconter, à ce qu'il veut transmettre, sans trahir son style, voilà. Parce que moi, c'est un truc que j'adore chez Leon, c'est sa gestion des temps de pause et des temps suspendus, en fait. Ah, le temps mort, ouais. Voilà, le temps suspendu, où en fait, contrairement à j'avais lu je sais plus quoi, un article dans je sais plus quel magazine qui parlait de l'utilisation du ralenti au cinéma, et le mec à un moment donné il droppait les Sergio Leone, alors que Sergio Leone n'utilise pas le ralenti du tout. C'est Sam Peckinpah. Léon, au contraire, il est vraiment dans le temps suspendu, c'est-à-dire que c'est filmé à vitesse réelle, mais en fait le temps se dilate littéralement par le montage devant nous. Et là, il y a cette scène du téléphone qui est un truc complètement qui n'en finit plus, quoi. Qui est un truc complètement maboule, et en fait ce simple son de téléphone devient obsédant, et tu comprends en fait l'importance qu'il a, parce que quand tu arrives au bout de la scène, quand tu entends les sonneries supplémentaires, chaque sonnerie en fait est une espèce de coup de canif au cœur des personnages, quoi. Et c'est une idée qui est tellement puissante, et au début tu sais pas où ça va, et puis en fait ça prend forme, et à la fin tu te rends compte que c'est absolument génial. Enfin voilà, il y a tellement d'idées, de moments forts dans ce film là, quoi. Et il y a un truc qui est génial, c'est que non seulement De Niro est magistral, il joue Noodles, c'est ça? Ouais, Noodles, ouais. Et mais il y a aussi Joe Pesci, pour moi c'était un choc, quoi, Joe Pesci. Oui, c'est vrai. Ouais. Et James Woods, si je me souviens. James Woods qui fait le sénateur. Voilà, le sénateur, le méchant de l'histoire. Et aussi, c'est intéressant justement de l'avoir placé dans la peau d'un sénateur, dans la timeline finale du film, puisque c'est ça aussi, c'est que c'est la loi qui fait le méchant, en fait. Voilà, exactement, c'est que le méchant est partie constitutive de l'histoire des États-Unis d'Amérique, quoi. Et mais aussi au casting féminin, il y a Jennifer Connelly. C'est vrai, mais very young Jennifer Connelly. Oui, mais alors à l'époque, j'avais le même âge, donc j'avais le droit, tu vois. Voilà. Attends, Jennifer Connelly a le même âge que toi? Non, mais au moment où moi j'ai découvert, j'avais le même âge que le personnage, tu vois. Ok, je comprends. Ah, oui, tu vois, voilà, j'avais le droit, c'est bon. Ah, mais tout film avec Jennifer Connelly est meilleur. Voilà. C'est donc prouvé par la loi. C'est prouvé. Et même dans les seconds rôles, il y a William Forsythe aussi, qui fait Cockeye. Oh, mais oui. Enfin, ouais, c'est vrai. Ouais, bah oui. Là, mais c'est vraiment une gueule, c'est vraiment des gueules, et en fait, les mecs qui sont représentés, c'est à la fois la mafia italienne et la mafia juive. Ouais, tout à fait. Du Lower East Side, du Brooklyn et de Lower East Side américain. Et il faut le dire, c'est à l'époque, et ce jusque dans les années 80, même 90 on peut dire, les États-Unis, enfin New York en tout cas, était un coupe-gorge. Et ça représente, bien sûr, ouais. et quand on voit ça, c'est pas exagéré, en fait. Les mecs se flinguaient à vue, et jusque dans les années 90 on te disait mais tu es fou, tu pouvais pas marcher à Central Park sans... C'était un coupe-gorge, c'était vraiment bien sûr, c'est un coupe-gorge. C'est pour ça d'ailleurs que New York est tellement présent dans le cinéma d'exploitation américain des années 80, parce que justement c'était la ville où t'étais sûr de te faire égorger. Enfin, ils avaient un taux de criminalité absolument délirant, quoi. Ce qui me rappelle un peu Banzai, dont on reparlera peut-être un jour. Mais pas le même genre. Oui, qui se déroule à New York. Hein. Oui, c'est vrai. Putain, grand film là aussi. dans son propre style. Peut-être pas pour cet épisode-là. Mais non. Qui sait. Donc voilà, mais aussi, tu vois, en termes de William Forsythe, une gueule de cinéma. Voilà, c'est un acteur que moi j'adore, et je suis toujours content de le retrouver, surtout quand tu le croises de temps en temps dans des grands films, tu sais. Ouais, c'est clair. Et puis Ennio. Bah oui, Ennio. Voilà. C'est leur dernière collab. Voilà. Et oui, et puis il delivers, quoi, sur 4 heures de film. Bien sûr, là. Tu peux en écouter, ça s'écoute à la petite cuillère, quoi, c'est adorable. Exactement. Justement, c'est génial. Le thème de Cockeye, joué par William Forsythe, la petite mélodie là, c'est voilà, des frissons. Moi, au moment où je l'ai évoqué, voilà, j'avais les poils des bras qui se dressaient, quoi, parce qu'on n'est plus sur la tête, donc.
C'est peut-être, et ça va être soumis à discussion, mais pour moi, c'est mon film préféré sur la prohibition. Je pense aussi, à mon sens, que c'est le plus grand film sur la prohibition qu'on ait fait. Ouais. Je pense aussi. Alors, où est-ce qu'on va mettre ce plus grand film ? Et je pense qu'il va aller plus haut que Top Gun déjà. Ok, plus haut que Fievel, si tu veux. Qui est aussi un autre film qui dépeint l'Amérique, hein, tu me diras. Oui, exactement, oui. Et qui dépeint en plus le sort des Juifs en Amérique. Exactement. Donc il y a quand Sauf même. que là, c'est les migrants. Là, en l'occurrence, Oui, c'est vrai, c'est les migrants, ouais. Des gens qui étaient déjà implantés, voilà. Peut-être une génération d'avant. Quoique, en fait, c'est la même génération de gens qui dépeint, en fait. Je suis en train de me dire. Fievel, ouais, peut-être. Ah non, Fievel, il quittait quand même l'Europe nazie, quand même. Ouais, c'est pas tout à fait le même. Mais bon. Où est-ce qu'on va le mettre ? Tout ça n'est que métaphore. Moi, je te mettrais ça. Moi, je te mettrais ça au-dessus de Abyss. Alors, j'allais te dire que Abyss, c'est mon top floor. Je vais pas au-dessus d'Abyss pour ça. Bon, bah alors juste en dessous d'Abyss. Tu veux dire que tu le mets au-dessus de The Thing ? Je vais le mettre au-dessus de The Thing pour la forme, tu vois. Non, mais pour la forme ou pour le plaisir ? The Thing pour moi est un film. Moi, tu me demanderais The Thing, il serait au-dessus de tout, tu vois. Donc. Je préfère The Thing, mais allez, personne va m'envoyer de cailloux parce que je préfère The Thing. Non, surtout pas moi. Once Upon a Time in America. Non, mais je pensais que t'allais vouloir le mettre au-dessus de The Thing, mais alors du coup, non, alors très bien, parfait. Il était une fois en Amérique. De Sergio Leone, et donc 8ème du valeureux top 10 des années 80, et c'est très dur d'y rentrer, la place est chère. Ouais. Mon voisin Totoro vient juste de sortir, quoi. Et oui, c'est ça, c'est fou. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais c'est une entrée fracassante dans le top 10, là. Voilà. Ah oui, je pense qu'à partir du moment où tu rentres dans les années 80, là, c'est bon. Et alors, qu'est-ce que d'après toi, on a fait ces deux films, quel est le troisième ? Quel est le troisième Tu le sais et t'en as envie. Brésil ? Non. Est-ce qu'on n'a pas Brésil déjà ? Ah si, on a peut-être déjà parlé de Brésil. Brésil, je crois qu'on a Brésil. Non. Alors non, si on pouvait parler de la valse des pantins, ça m'arrangerait. Mais bon, c'est moi. Non, je t'ai dit que c'est une liste qui tape fort et c'est un film qui nous a été très, très, très demandé. Attends, très demandé. Là, je vais. Les Incorruptibles, du coup. Bah évidemment. Voilà, les The Incorruptibles. Untouchables. De musique d'Ennio Morricone à nouveau. Ennio Morricone. Tadadam. Toujours dans les bons coups. Un film génial. De Brian De Palma. Extra. Donc, les Incorruptibles, adaptation de la série télé, puisque mine de rien, à la base c'était une série télé adaptée de la vie de Elliot Ness. Oui, Elliot Ness, mais en fait globalement l'idée à la base c'était quand même. Et ils ont écrit leur mémoire et ensuite c'est devenu la série télé et ensuite le film. Voilà, exactement. Donc Elliot Ness, agent de, alors je sais plus, il est agent fédéral, je crois, il me semble. Agent fédéral qui décide. Au moment où il arrive en poste à Chicago, de ni plus ni moins que de partir au basque d'Al Capone. Parce que Al Capone, voilà, c'était le criminel, enfin c'est la figure du criminel emblématique des années de la Prohibition. Il a inspiré des tonnes et des tonnes de personnages de cinéma. Enfin voilà, un de ses surnoms c'était Scarface, le Scarface original, pas celui justement de Brian De Palma, on y revient. Mais le premier film de Scarface, c'était largement inspiré du personnage d'Al Capone. Donc voilà, on nous raconte cette traque d'Elliot Ness et de ses Incorruptibles, puisque tout le pitch c'est qu'ils forment une équipe de flics un peu à la marge, mais dont il est persuadé qu'ils ne sont pas achetés par Al Capone, contrairement à globalement tous les autres. C'est exactement ça en fait. Ils sont seuls et contre tout. Et quand il dit incorruptible, c'est vraiment le titre qui le définit. C'est ils sont seuls contre tous en fait. Ils sont littéralement seuls contre tous. Ouais. Enfin, c'est les Avengers du whisky, quoi. Ouais. Et c'est à l'époque donc de la Prohibition. Alors évidemment, j'ai donné un indice. C'est pas mon film préféré sur la Prohibition. Mais, oui, voilà. mais par contre, c'est un putain de grand film, quoi. Voilà. Et en fait. Kevin Costner.
Voilà, Kevin Costner, qui je pense est dans Son meilleur rôle. Dans son meilleur rôle. Non, spoiler, ce n'est pas dans le rôle du père de Superman qui va nous rester. Hein. Et Sean fucking Connery. Voilà, et Sean Connery, Sean Connery il a son rôle, il est génial parce que il a ce rôle de vieil Irlandais irascible. Qui jure, mais qui est un mentor à la fois. Ouais, qui est mentor et justement t'as ce côté rugueux en fait. T'as vraiment ce côté rugueux. C'est l'homme qu'il faut à un moment donné. Il le dit. Le seul moyen, c'est de se salir les mains, quoi. Tu sais quoi ? Je pense que en y repensant, le rôle de Sean Connery, je pense qu'il a tellement influencé les gens. Tu sais, dans le rôle du flic mentor. On le retrouve après dans la filmo de Clint Eastwood, mais même dans The Wire, tu vois, quand je vois Lester Freeman, tu vois le côté le mec qui a du recul sur la situation et surtout le mec qui n'est pas un ponte. Voilà, ouais. c'est parce que c'est ça qui est important, c'est qu'effectivement, comme Lester Freeman, c'est un nobody en fait pour la police. C'est-à-dire que Sean Connery là, c'est qui est ce mec, c'est juste un mec qui fait une patrouille au début. Et en fait, tu te rends compte que c'est le seul à avoir un regard lucide sur les choses et que justement, s'il est en patrouille, c'est parce qu'il est lucide. Il n'a pas voulu grimper les échelons. Voilà, il a voulu rester net face à lui-même. Et c'est marrant parce que c'est un Brian De Palma. Là aussi, c'est pas son film le plus personnel, hein, Brian De Palma. Clairement pas. Clairement pas du tout. C'est vraiment, c'est un film de commande en fait, hein, de toute façon. Mais encore une fois, je crois qu'ils sont venus taper à sa porte pour avec le script ou un truc comme ça. Film de commande dans notre bouche, c'est jamais une insulte, hein, de base. Ah non. Voilà. En plus, on avait parlé pour le premier Mission Impossible, c'est pareil, c'est aussi un film de commande. Voilà. Mais là, il le fait. Enfin, il le fait à sa façon avec son. Enfin, tu sens qu'il kiffe avoir ses moyens de studio pour faire son gros film de studio, pour faire voilà son film plaisir jusqu'au bout. Les explosions de violence à chaque fois. Enfin, c'est hyper stylisé, c'est hyper recherché. Tu retrouves Cétique, voilà. Enfin, la caméra subjective, le jeu de faux semblants. Enfin, voilà, tu retrouves quand même sa patte, mais effectivement, c'est pas une thématique qui est extrêmement personnelle. Et tout le monde se souvient, évidemment, du gunfight dans la gare au ralenti. Et là encore, c'est du pur Brian De Palma. C'est pur De Palma, ouais. Il y a que De Palma qui faisait un truc comme ça à l'époque. Voilà, c'est que De Palma qui faisait un truc comme ça, et surtout, voilà, enfin le cinéma de Palma n'existerait pas sans le cinéma qui était fait avant lui. Et là, bon, on est dans la citation directe du cuirassé Potemkin. Puisque tu retrouves les marins, tu demandes ce qu'ils font là, mais en fait quand tu le remets dans le contexte de l'hommage à Cuirassé Potemkin, c'est logique. Tu retrouves le berceau, l'utilisation du ralenti, les grandes marches, voilà. Enfin vraiment on est dans la citation, mais pourtant on n'est pas dans le plagiat. Enfin il arrive vraiment à trouver pile le twist de mise en scène qu'il faut au niveau de la rythmique du montage notamment et des échelles de plan pour qu'il s'approprie vraiment et qu'il restitue son plaisir de cinéphile tout en créant une scène mythique en parallèle, quoi. Et puis ouais, quel film, quoi. D'ailleurs, cette scène, il y a une anecdote qui est vachement intéressante, c'est que elle a été improvisée en fait, la scène de la gare. En fait, au départ, dans le script initial, il y avait puisque pour replacer un tout petit peu les choses dans le contexte du scénario, en fait, cette scène-là, c'est qu'ils vont interpeller j'allais dire le bookie en anglais, alors comment est-ce qu'on dit en français, le comptable, voilà. Ah, oui. le comptable d'Al Capone, parce qu'il a les livres de compte qui lui permettraient en fait de faire tomber Al Capone, parce que rappelons-le, Al Capone est tombé pour une connerie, quoi. Voilà, c'est toute l'ironie du truc. Voilà, c'est comme si il est tombé comme devrait tomber Balkany, tu vois, c'est un peu c'est un peu l'idée, quoi. Pour une bêtise. Voilà, Rise and Fall, le plus absurde de l'histoire de la criminalité. Et donc ils ont besoin de ce comptable, et ils savent que le comptable doit aller, je crois que il doit aller à la gare à telle heure pour prendre un tel train. Donc ils décident de l'intercepter. Et donc à la base dans le script, ils montent dans le train. Et il y a une poursuite en fait entre la locomotive et une voiture la voiture des Incorruptibles. Donc grande poursuite avec on imagine des tonnes de travelling, des plans aériens, machin. Et en fait les ennuis de production allant quelques jours, je crois que ça se joue en jour ou alors au maximum une semaine avant, De Palma apprend que sa locomotive il peut se la foutre où il pense, quoi. C'est qu'on lui dit ok,
t'es gentil, mais avec tes costumes, avec tes décors, avec tes trucs, voilà, on va pas pouvoir sortir une locomotive 1920 impeccable, donc on peut pas tourner à cette locomotive. Et du coup, De Palma, il prend je crois que c'était son chef-op, son assistant et 2-3 autres membres de l'équipe technique, et ils vont ensemble au restaurant pour discuter de ce qu'ils vont faire en remplacement. Et l'histoire veut qu'ils ont griffonné le scénario de cette scène-là et une partie du storyboard sur une nappe du restaurant pour aller le tourner quelques jours plus tard, quoi. Mais c'est ça, c'est le cinéma dans l'urgence, parfois, ça peut payer. Voilà. Alors, faites pas toujours vraiment ça. Ça marche pas toujours comme ça, hein, mais envoyez ce message à Mathieu Kassovitz. en plus on l'aime bien. Enfin, moi j'aime bien. En plus, on l'aime bien, Mathieu Kassovitz, mais c'est ça. Mais on a eu un exemple par l'exemple que parfois ça ne marche pas. Parfois ça ne marche pas, voilà. Et parfois il y en a d'autres qui passent leur carrière entière sans jamais réussir à faire une seule séquence aussi mémorable que ça, tu vois. Et tu veux de l'anecdote? J'en ai une aussi. Tu sais qu'avant d'avoir De Niro, puisque c'est l'objet de notre liste, c'était Bob Hopkins qui était pressenti pour avoir le rôle. Et finalement, donc il a refusé. Il a dit non, je veux pas. Et Brandon Palma, après avoir fait le film, il lui a envoyé un chèque de $20,000 en lui disant merci Bob. En lui disant merci Bob, mais en étant sport, en disant quand tu veux pour un autre film, il n'y a pas de problème, quoi. Excellent. Mais tu vois, c'est à quoi se joue un film ça joue pas grand chose parce que pareil, De Niro, tu vois qu'il s'amuse beaucoup dans son rôle d'Al Capone. Mais oui, il joue le meilleur méchant de l'humanité, à part le parrain, mais oui, non mais oui. Il y a vraiment, enfin, il y a un parallèle même presque. Il y a un parallèle évident. Une fois de plus, De Palma, tu peux pas lire son cinéma sans connaître le cinéma. Il y a effectivement un parallèle évident entre le jeu de De Niro et celui de Marlon Brando, mais sauf que là il la joue façon dégénérée, et moi c'est peut-être ça. Oui, c'est vraiment la chute de la chute de la chute là. Et c'est ça que je kiffe peut-être le plus, c'est que tu vois que c'est un film dans lequel il y a beaucoup de moyens, enfin il y a les décors, les costumes, machin, c'est vraiment un pur film de studio avec du pognon, et j'aime bien le côté... Ah ouais, j'étais en train de penser, oui, c'est pas Dick Tracy, quoi. Oui, voilà, et j'aime bien le côté cinéma d'exploitation que De Palma met dedans, parce que voilà, De Palma, lui, il aime les films un peu crades, enfin il a prouvé depuis très longtemps, il aime bien le cinéma d'exploitation, le cinéma d'horreur, et à plein de fois il met ces petites touches un peu crades, un peu dégénérées dedans, dans cette espèce de machine rutilante, et c'est ce qui fait tout le charme, quoi. C'est qu'à un moment donné, quand un type se fait exploser la tête face à une vitrine, t'as la caméra qui est placée de l'autre côté de la vitrine, et t'as la moitié du cerveau qui va vers toi, quoi. Désolé, hein, De Palma is De Palma. Voilà, mais c'est ça qui est génial, c'est que y a que lui qui pouvait faire un truc comme ça aussi réussi, tu vois. J'ai regardé les Oscars pour vérifier. Et ben figure-toi qu'il n'a pas eu l'Oscar du meilleur film. Il était même pas nommé. Mais alors il y avait quoi cette année-là? Alors cette année, il y avait Broadcast News de James L. Brooks. Ouais. Il y avait Fatal Attractions. Il y avait Hope and Glory et Moonstruck. Moonstruck avec Cher. Tu te souviens? C'est une rom-com. Ah oui, oui, exact. Et Cher a eu d'ailleurs Cher a eu l'Oscar pour elle. C'était quoi? Éclair de lune, c'est ça en français, hein, je crois, le titre français. Un truc comme ça, ouais. Et qui a eu le film? C'est Le Dernier Empereur. Ah bah, c'est plus classique, hein, on va dire. Meilleur réalisateur, Bertolucci, ouais. De Palma n'était pas nommé. Et Sean Connery a été Oscar du meilleur second rôle. Devant Albert Brooks, devant Morgan Freeman, devant Vincent Gardenia et Denzel Washington, mais écoute, Denzel, ça sera que... c'est que partie remise. Oui, voilà. Côté musique, c'est Le Dernier Empereur qui l'a gagné. Oui, d'accord. Ouais, bon, alors après... qu'il y avait aussi deux John Williams cette année. Putain, John Williams. Il avait Les Sorcières d'Eastwick et Empire of the Sun cette année-là. Ah ouais, bah ouais, non mais... Ah bah il y a eu quand même une certaine compétition malgré tout, hein. C'était pas... Ah ouais, non, bah attends, tu vois l'année... C'était pas de la merde, hein. Tu vois l'année, oui, c'est genre, il y a quand même des films qui se détachent, quoi. Pour que Incorruptible soit... Putain, j'arrête pas de dire Intouchable. Et pour que les Incorruptibles soient si mal placés, quoi, enfin... Mais en même temps... c'est dingue, quoi. En même temps, je pense que... Enfin, déjà, De Palma était pas forcément un grand chéri de l'Académie des Oscars.
même de la critique, Ouais. même de la critique d'une manière générale. Hein. Enfin, je veux dire, on a. Mais gros succès populaire, par contre. Voilà, De Palma était pas très très apprécié justement parce qu'il avait ce côté sale gosse. On le traitait souvent presque parfois de pornographe, immature, vulgaire, tout ce que tu veux. Enfin, vraiment. Alors que oui, moi, c'est un de mes cinéastes favoris, De Palma. Ouais, aussi. Parce que justement, il opérait à un niveau où d'habitude les mecs se calment, et lui pas du tout. À chaque fois, il remettait 10 balles dans le bastringue pour faire chier le monde, et j'adorais cette attitude. Et voilà, mais ça lui coûtait entre guillemets les Oscars, les reconnaissances comme ça, quoi. Donc ouais, quelque part c'est pas étonnant. C'était pas un grand pote de l'Académie, quoi. Rien à voir avec le film meilleur acteur. Donc Kevin Costner n'est pas nommé. Mais il y avait Robin Williams pour Good Morning Vietnam. Ouais. Et il y avait William Hurt et Jack Nicholson. Donc 88, c'est quoi, c'est 87 87, ouais. 87 ouais, je crois que c'est les 87, les 60e. Donc en 88. Ah oui, donc du coup en Ouais. 80. Donc du coup ça devait être attends, laisse-moi deviner. 88, qu'est-ce qu'il y avait c'est facile. C'est Michael Douglas, non? Bah ouais, Gordon Gekko. Ouais, Gordon Gekko. Bon, en même temps, c'est pareil. Je peux C'est- pas dire qu'il l'ait volé. Hein. C'est un méchant quand même assez iconique. Ouais, Enfin, un c'est- méchant. Non, il fait son travail. Oui, c'est ça. Bien sûr, on parle de Wall Street. Hein. Et surtout, enfin, on en reparlera à Wall Street, mais tu te rends compte que quelque part, c'est vachement couillu de faire ça en pleine année Reagan. Oui, ça c'est clair. Voilà, genre. Ah, mais faut le dire aussi, les Oscars sont toujours en réaction et toujours un an après avec ce qui se passe. Donc, celui qui risque de tout rafler, pour moi, cette année, c'est Get Out. Si tout Oui. se passe bien, d'après le scénario, d'après les réactions des Oscars, si tu regardes la narration des Oscars, ils vont se faire pardonner, ils vont se faire pardonner beaucoup de choses là. Ouais, et puis de toute façon, comme tous ceux qui ont fait des attouchements, des trucs contre le consentement des femmes ne seront plus présents, de toute manière, il n'y aura pas plus grand monde dans compétition ni dans la salle. Donc, Il oui. y aura Glenn Close, c'est sûr. Voilà, Il y aura Glenn Close dans la salle et Meryl Streep. Et Meryl Streep, voilà. De toute façon, oui, je pense que le champ va être assez libre aux Oscars cette année. Ouais, c'est sûr. Casey Affleck ne l'aura pas cette année, spoiler. Ah non, ça, là, non, mais je surtout, pense que c'est mort. Hein. un an de toujours de décalage. Tu vois, Casey Affleck, tout le monde en parlait là, et hop, et là, il aurait pas là. Cette année. Ouais, voilà. Ah, comme quoi. Où est-ce qu'on le met? Parce qu'on l'a pas mis, Oui, on a toujours pas gravé dans le marbre les incorruptibles. Pour moi, c'est au-dessus de Back to the Future. Ah ouais, carrément. Ah ouais. J'adore ce film. Ah ouais, je pensais Non, pas. alors, tu sais quoi? Non. À la réflexion, entre Back to the Future et Mon voisin Totoro, je peux t'écouter je peux t'écouter. Alors tu sais qu'on va avoir un problème parce que moi, les incorruptibles, dans le Brian De Palma des années 80, il est genre top 3, tu vois. C'est vraiment pas mon préféré de Palma de ces années-là, tu vois. Donc va y avoir négociation pour la suite, ouais. Ouais. Ah, ok, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Attends, je suis en train de repenser au. Alors, tu sais quoi, on va le descendre, d'un coup. Non, mais je pense que c'est un top 20, ça, c'est sûr. Oui, je pense top 20, ouais. Mais, est-ce que tu penses que Merry Christmas, Mr. Lawrence, c'est meilleur? Moi, Merry Christmas, Mr. Lawrence, c'est un film qui m'aime beaucoup plus. Oui, bah. The Fly, à la rigueur, Voilà. je prendrais plus plaisir à revoir The Fly. Ouais, moi je trouve que The Fly est un plus grand film que Les Incorruptibles. Les Incorruptibles, c'est un film que j'adore en fait. Ouais, mais, il est génial. Je suis hypnotisé à chaque fois par ça. Il est trop beau. Il est super beau et il est, enfin, d'un point de vue narratif, il est, vraiment, c'est vraiment pour moi c'est parce que c'est un film de divertissement en fait, hein, aussi. Oui, Les Incorruptibles, voilà. c'est un pur film de divertissement, mais c'est vraiment le divertissement à son top niveau. C'est-à-dire que ça prend pas les gens pour des cons. Il y a de vrais moments de cinéma et au bout d'un moment, il essaie pas soit de péter son cul et soit de se dire ah flûte je cachetonne parce que c'est juste du plaisir cinématographique brut quoi, tu vois. Donc c'est pour ça moi je mettrais en dessous de The Fly qui alors, pour moi une dimension plaisir cinématographique brut. Pour moi, ça commence à Polystory, quoi. Vraiment, Polystory est vraiment plaisir cinématographique. Ouais, mais moi je le mettrais, tu vois, je préfère regarder Les Incorruptibles de Raging Bull. Ok, you got it. C'est pas moi qui vais gueuler, hein. J'avais failli le mettre dans le top 10. On remercie Fabien pour sa liste. Oui, merci Fabien, excellente liste. Ah mais il a tapé vraiment très haut là. Je suis désolé, j'ai fait que un tiers de mes devoirs. Parce que oui. j'étais à Toulouse et je me suis donné à fond pour la sortie de mon bouquin.
T'as vu comment on se consacre au ciné? Je n'ai pas fait de promo pour mon bouquin. Ouais, c'est vrai. Et du coup, est-ce qu'on ferait pas Dark Crystal? J'ai vu Dark Crystal. Bah si, on va faire Dark Crystal, oui. T'avais revu Dark Crystal? Oui, j'ai revu Dark... Bah, je l'ai revu avec ma fille, tiens, d'ailleurs. Oh là là, alors... Et j'ai aussi qu'est-ce qu'elle revu... en a pensé, surtout? Ouais. J'ai aussi revu les aventures de Jack Burton dans les Griffes du Mandarin avec elle. Ah, putain, on regarde les mêmes films en décalage, en fait. Exactement. Alors, Dark Crystal, alors, ça mérite bien son nom, c'est vraiment dark. Oui, en fait, c'est Je vraiment... me souvenais que c'était dark, mais alors, waouh, c'est tellement dark. C'est vraiment dark enfin quand t'es film pour gamins et qu'on te dit tu vas voir un film avec des marionnettes, il y a effectivement il y a vraiment ce côté très impressionnant quoi. Les monstres, ils sont... Les monstres et puis enfin la scène de la mort de l'empereur. Ah, quand les mecs ensuite ils prêtent allégeance et tout ça là. Oui et puis tu sais la scène où t'as son visage qui s'effrite et tu sais qui est aspiré par le lit. Ah oui, putain, oui. Tu vois, tu fais wow. c'est très très étrange. Puis l'espèce de lobotomie aussi des petites créatures là quand ils se font enlever. Enfin, il y a que des trucs méga glauques quoi. Ouais, c'est super glauque, ouais. C'est vraiment super glauque. C'est vraiment super glauque. Par contre, alors ouais, vas-y. Par contre, j'allais dire, c'est un peu comment dire, c'est un peu chiant par moment quand même malgré tout. Alors, il y a beaucoup de trucs qui sont narrés par une voix off. Et en général, quand c'est narré par une voix off, ça m'emmerde un petit peu. Et il y a un autre problème, et ça c'est le problème des marionnettes, c'est que la bouche ne s'ouvre pas. Et du coup, il y a toujours un moment où je me demande qui c'est qui parle en fait. C'est un peu con, mais voilà, c'est un petit souci quoi. Ouais, bah, c'est vrai que les marionnettes, autant il y a des passages, ça s'y prête super bien. En fait, c'est pas tant les marionnettes qui me choquent. C'est le fait que quand on est sur des plans larges avec des acteurs qui bougent avec le costume de la marionnette, le décalage est énorme en fait, tu vois. Genre, ah oui, en termes de mouvement, tu vois. Ouais, genre quand il saute sur le cristal, quand il court, et puis qu'après tu revois et qui galère avec ses bras, là t'as un décalage qui est vraiment énorme et qui fait vraiment super bizarre en fait, quand tu t'en rends compte. Quoi. Et puis c'est vraiment sur les plans larges. Et, oui, voilà, exactement. Et alors... Vas-y, si tu veux. Non, mais je disais, ouais. Et du coup, ouais, en fait, c'est un film qui a. Quand je te disais que je me rappelais plus de l'histoire la dernière fois, c'est vrai que quand tu regardes, en fait, c'est un film qui a pas grand chose à raconter. Il a un petit arc narratif quand même, celui de ces deux héros. Mais voilà, enfin, globalement, tu comprends tout très très vite. Et puis, bon, il y a des scènes qui traînent un peu en longueur, quoi. C'est clair. Il y a vraiment des moments de flottement, de vide. Ouais, ou c'est simplement juste la survie dans des conditions hostiles, quoi. Ouais, et encore, et là où c'est étrange, c'est que c'est pas un truc de moyen, c'est vraiment un truc de rythme. Oui, c'est vraiment. C'est vraiment un truc qu'ils ont voulu mettre dès le début, quoi. C'est vraiment un truc un procédé narratif qu'ils ont voulu faire, mais c'est très étrange parce que à chaque fois, enfin il y a plein de moments où le danger finalement il leur tombe dessus d'un seul coup. Et tu passes, il se passe un truc, puis après il se passe plus grand chose. Enfin, t'as plus trop de ça, genre à un moment donné, c'est une espèce de marée, t'as pas vraiment de tension, c'est très étrange en fait la façon dont c'est géré, et ouais, c'est assez bizarre quoi. Et voilà, mais par contre, en termes d'univers, enfin, en termes de prolifération créative. On va dire que c'est baroque. Oui, voilà, c'est hyper baroque. Je crois que c'est genre, ça part dans tous les sens. Il y a des monstres géants cafards, il y a des monstres. Mais enfin, des petites boules de poils là. Ça l'a fait marrer à chaque fois qu'il y avait la boule de poil qui hurle. Alors un internaute a dit, on dirait Nadine Morano. Je trouve ça un tout petit peu exagéré, mais moi ça la faisait rire à chaque fois, genre cette petite boule de poil là. Et ça m'a surpris qu'il y ait toute une organisation, une hiérarchie. Il y a vraiment un lore qui est ultra travaillé, quoi. Oui, et d'ailleurs, il y a des généraux, il y a des mystiques. Enfin, tu peux faire ton jeu de rôle grandeur nature là-dedans. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ça qui est le plus étrange, c'est que comme on a dit, il y a des moments un peu vides et un peu chiants, et que paradoxalement le lore est très peu développé en fait. Et on te montre jusqu'un bout et tu devines le reste, quoi. Tu devines le reste, et des moments t'aimerais avoir juste un tout petit peu plus de développement. Genre il y a un truc que je trouve génial dans l'idée, mais qui finalement est assez peu exploité, c'est la relation entre les mystiques et les corbeaux géants là. En fait, spoiler alert, c'est une seule et même entité qui a été séparée
suite à la destruction du cristal, et ce qui fait que quand tu tues un méchant, tu tues également un gentil en fait en même temps. Et je trouve cette idée géniale, enfin vraiment genre formidable, surtout qu'en plus au début tu le comprends pas trop, etc. Et ça, enfin il y avait vraiment là un nœud dramatique qui méritait à mon sens d'être vraiment exploité. Finalement il passe un peu à côté quoi. Ouais. Et donc il y a plein de rendez-vous manqués avec ce film en fait. C'est plus ça en fait je trouve. C'est peut-être ça. Alors par contre, quand l'ayant revu, j'ai dit putain, on a revu ça à l'école. Tu voyais ça à l'école? Ouais, on l'a vu à l'école et genre je comprends pourquoi je flippais parce que c'est 1982, c'est super flippant quoi là. Bah, en même temps, je pense que nos profs à l'époque, ils aimaient nous traumatiser parce que moi j'avais revu Au revoir les enfants à l'école, hein, donc. Au revoir les enfants, qui n'a pas eu l'Oscar du meilleur film en 87, j'ai vu passer. Alors à noter que Dark Crystal va avoir une suite, ils y parlaient. Une suite sur Netflix en série. Ah, et est-ce que c'est pas le projet de Tarkovsky Alors ça, je ne sais plus exactement. Parce qu'il y avait un projet de ça, si je me souviens. Je sais plus si c'est celui-là ou pas, mais en tout cas, enfin, du coup, je pense qu'il y a vraiment une curiosité à avoir au niveau de cette suite qui va arriver. Même si, bon, les séries Netflix, comment dire, l'enthousiasme narratif, c'est pas forcément leur fort. Disons qu'ils ont un schéma et ils essayent de le décliner, c'est-à-dire il faut que ce soit 10, 12 épisodes. Et même si ça en vaut que 3, et ben on va l'allonger. Donc, alors on est méchant, parfois c'est super bien. Et le seul problème, c'est que c'est en général la première saison qui est vraiment super bien. Ouais, voilà. Donc t'as vu finalement Mindhunter? Non, j'ai toujours pas eu. J'attends de terminer Punisher avant de passer à Mindhunter parce que sinon c'est difficilement gérable tout en même temps. Mais non, mais ouais. Donc il y a même si effectivement Netflix d'un point de vue narratif pur, les séries souvent ils cherchent leur voie, il y a quand même un truc à creuser. Enfin s'ils font ça bien, c'est un univers je pense qui pourrait bien s'y prêter. À voir quelle forme ça va prendre, à voir s'ils vont pas nous faire ça avec des CGI dégueulasses. Bon, mais je reste tout l'intérêt de ce truc, c'est quand même que c'est très réel quoi. C'est vraiment dégueulasse et tu le sens parce que c'est physique. Voilà, c'est que les marionnettes foutent vachement plus les boules que n'importe quel CG pour moi. Voilà, c'est ce qu'on disait. T'as vraiment ce côté Uncanny Valley, mais t'es du bon côté de l'Uncanny, c'est-à-dire que tu sens la matière en fait. Tu sens que la texture de la peau. Enfin, tu sais, à un moment donné, à aucun moment je me dis que c'est vrai, mais par contre ça me fout les boules. Voilà, exactement. Enfin, t'as un rapport plus réel que un truc photoréaliste. Et voilà, la scène où ils se font aspirer leur fluide vital et que et genre c'est tellement bizarre parce que oui c'est que des marionnettes mais la façon dont c'est fait, la façon dont le visage se creuse, en plus c'est assez subtil, enfin c'est à dire que t'as pas un gros plan sur le truc avec des gros bruitages, t'as vraiment un côté très progressif et quand tu te rends compte tu fais mais c'est crade ce qu'on nous montre en fait. Vraiment voilà, t'as un rapport physique qui fonctionne bien parce que c'est des marionnettes ouais. Et je crois qu'en plus on me l'a montré parce qu'on m'a dit tu vas voir, c'est Jim Henson, c'est le mec de Muppet Show quoi. Et, tu vois, j'étais pas prêt. Parce que j'étais un gros fan du Muppet Show. Ah bah normal. Normal. Où est-ce qu'on met Dark Crystal? Où est-ce qu'on met Dark Crystal? Alors pouf. Est-ce que tu préfères je l'ai perdu. Grand-mère. Est-ce que tu préfères Princess Bride à Dark Crystal? Oui. Ouais, moi aussi. On est d'accord. Je préfère Princess Bride parce que Inigo Montoya. Parce que c'est plus rigolo quoi. Par contre, ça ne va pas sous Batman, ça c'est sûr. Écoute, non, bah. Tu vois, par exemple, je le mets beaucoup de. Je préfère à Superman 3, hein, personnellement. Tu préfères à Superman 3 ? Ouais. Ok, bah écoute, ça me va. Juste sous les sous-doués. Non, je le mets au-dessus des sous-doués. Quand même. Ouais. Parce que je sens que beaucoup de gens ont eu leur enfance brisée par cette 94e place de Dark Crystal. Voilà, ça y est. Mais c'est encore une fois, nous ne sommes que les messagers. Oui, voilà. Oui, on est.
On y est pour rien. On nous a donné une mission à remplir. Voilà, allez, c'est une mission sérieuse, on l'a fait avec le plus grand sérieux du monde. On l'enregistre. On ne badine pas avec la gravure dans le marbre. Hein. Voilà. On n'a pas le choix, c'est comme ça s'impose à nous. Alors, écoute, on va remercier la personne qui nous a envoyé la liste de l'épisode précédent. Alors, les listes, voilà, moi je sais plus, c'était ton boulot, donc je me mais décharge. bon, ils étaient plusieurs. Voilà, mais merci de l'avoir envoyé malgré tout. C'est une liste qui nous est envoyée par, et je crois que c'est pas la première fois, par Muriel Valta. Merci Muriel. Et on remercie Muriel parce qu'il nous a envoyé des films français. Ah, bah il en faut. Des films français. Alors je sais pas ce qu'elle a choisi, mais j'espère qu'il ne faut pas rejoindre le passage, hein, parce que la France là... Alors, on va en discuter. Oula. Et je pensais pas le faire, j'ai pris sa liste vraiment au pif, pas au pif, mais genre... parce que en fait, je pensais faire la liste qui nous est envoyée par Julien Pett, et genre, elle remonte au début de l'émission presque. Et il nous a envoyé des films, en fait, mais il y a L'Aventure intérieure qui est déjà classée, Chérie, j'ai rétréci les gosses, et le troisième film dont on va après reparler. D'accord, voilà, ok. Donc, on les il a quand même été cité, voilà, on remercie tous les deux. On les remercie tous les deux. Cette liste s'intitule Icônes et films cultes français. D'accord, ok. Et le premier film de cette liste, c'est Ciao Pantin. Ah bah oui, forcément. Oui, Ciao Pantin, donc qui est le Ciao Pantin de Coluche. Alors, c'est vrai que j'ai utilisé ma cartouche là, parce qu'il y a des gens qui m'ont envoyé une liste de Ciao Pantin. On va les passer, c'est juste que là, il fallait qu'on en parle un peu une fois. Voilà, depuis le début, c'est un peu une de nos marottes, le Ciao Pantin. Donc on va arriver au Ciao Pantin, si ce n'est originel, ou en tout cas celui qui a donné le nom à la catégorie. Ciao Pantin séminal, on va dire. Un film de Claude Berry. Voilà, un film de Claude Berry. Qui utilise un acteur qu'on a l'habitude de voir dans des trucs comiques à contre-emploi et dans le rôle d'un toxico fonce-dé alcoolique dépressif. Voilà, là en plus, voilà, c'est le principe effectivement de Ciao Pantin, tu l'as rappelé, c'est prendre un acteur généralement comique ou pas sérieux, jugé pas sérieux, hein, pour le placer dans un rôle dramatique, un rôle à enjeu, à contre-emploi, voilà, un rôle... à contre-emploi. Un rôle généralement à contre-emploi et si possible qui peut lui permettre de décrocher une statuette derrière. Il y a aussi souvent dans le Ciao Pantin cette notion de ça y est, tu vas voir la reconnaissance. Hein. Et c'est d'ailleurs un peu le piège du Ciao Pantin quand un Michael Youn se lance dans son Ciao Pantin et qui pense qu'il aura le César du meilleur acteur, ça se lit sur son visage. Voilà. Donc c'est un peu le piège de l'exercice. Il y a un truc d'ambition de je vais prouver maintenant que je fais un film sérieux. Et le Ciao Pantin peut aussi être, par exemple, pour les comédiens comiques d'habitude, ou maintenant du stand-up, tu vois, par exemple, même Jamel Debbouze est pas à l'abri de faire son Ciao Pantin. Bah, alors, quelque part, il l'a fait un petit peu avec Indigène. Hein, c'est vrai, oh là là, oui, c'est vrai. Indigène, bien vu. l'indigent indigène a un peu la dimension de Ciao Pantin de Jamel Debbouze, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais bon, j'ai dit Jamel Debbouze, mais... Oui, non, mais voilà, mais c'est... Voilà, non. c'est... Il est un parmi tant d'autres. Enfin, je crois que pratiquement tous les comiques à un moment donné s'essayent à l'exercice, parfois de vraie bonne volonté. C'est-à-dire que parfois c'est des mecs qui veulent vraiment juste faire un film qui les intéresse. Parfois effectivement c'est juste pour se dire bon ça y est les mecs, regardez-moi quoi. Et Coluche à l'époque était vraiment au fond du trou. Il prenait beaucoup de drogue à l'époque. Et en plus son ami Patrick Dauer s'est suicidé. Et en plus, avec l'arme qu'il lui a offerte, enfin, tu vois, un truc... Oui, la totale. Hein, ouais, la méga glauque. Et du coup, en plus... et ouais, voilà. Et en plus, il y a la femme de mon pote, je sais pas si tu l'as vu. Ouais, si, je l'ai vu. Avec ouais. Miu Miu. Ouais. Enfin, bref, tu vois, lui, il est vraiment au fond du trou. Et donc, du coup, Berry lui dit, là, c'est le moment là où il faut que... on te sorte les doigts du cul, hein, c'est littéralement ça quoi. Et il le transforme il devient Lambert qui est un garagiste si je me souviens bien ou un pompiste. Un pompiste, il est pompiste. Dans une station-service et il le joue avec un naturel. Voilà, le truc qui fonctionne dans ce Ciao Pantin,
c'est qu'il y a un naturel assez incroyable chez Coluche, quoi. Oui, voilà, et c'est ça qui fonctionne parce que justement, le piège du Chao Pantin, c'est de toujours en faire trop. Et là, quand tu lis le pitch, effectivement, le personnage de Coluche, il est drogué, il est dépressif, il est alcoolique, il est violent. Il est accro au sexe, mais en fait, c'est pas non plus le prince charmant. Enfin voilà. Non, mais c'est du sexe triste, quoi. Voilà, c'est le sexe triste, exactement. Donc vraiment, t'as toutes les cases toutes les cases du sordide qui sont cochées là, tu vois. Et tu te dis putain, ça va pas fonctionner. Et effectivement, ça fonctionne parce que Coluche tu t'as expliqué pourquoi, mais il est pile dedans et que il arrive vraiment à donner du relief à ce personnage-là. Il fait de l'acteur sans le studio, voilà. sans le savoir. Sans le savoir, là. Et vraiment, et ça fonctionne parce qu'effectivement, c'est naturel. Et ce qui aurait pu être trop sur le papier fait qu'à l'écran, ça fonctionne parce que justement, Coluche, lui, n'en rajoute pas trop. Il est déprimé juste comme il faut. C'est horrible de dire ça, hein. Mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il est déprimé juste comme il faut. Et il laisse transparaître les fêlures qui font que ce personnage, on va finir par s'y attacher parce que l'histoire derrière qui va lui arriver, voilà, c'est aussi une histoire sordide. Enfin, il y a un côté le taxi driver de Coluche, hein. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Il faut aussi noter la performance de Anconina aussi. Voilà, Anconina. Sans Coluche qui se lie d'amitié à un petit malfrat joué par Anconina et Ben Soussan, je crois qu'il s'appelle. Oui, c'est ça. Et Anconina, c'est le facteur déclencheur en fait de tout dans le récit. Ouais, c'est lui qui amorce un peu la transformation de Lambert. C'est bien Lambert. Oui, ouais, c'est ça, Lambert. Ouais, tout à fait. Et ouais, il y a tout un processus. Et dans le genre vieille icône, il y a aussi Philippe Léotard dans le rôle du flic. Ouais. Ah putain. Alors ça, mais quelle idée de génie de génie en termes de casting, quoi. Quel casting, genre, enfin, Philippe Léotard en termes de, mais oui, 1000 fois oui. Et putain, et des gueules comme ça, enfin, oh là là, je suis tellement client de ces gueules là, de ces années là, enfin, enfin, ouais, il est impeccable, il est vraiment impeccable. Et donc gros carton pour ce film, enfin vraiment, et en plus je crois que c'est un de ses films les plus beaux, non pas tant aussi pour le récit, mais aussi pour la réalisation. Je crois que c'est vraiment, Claude Berry, je crois que c'est vraiment un de ses plus beaux films. Je sais pas si tu partages mon avis dessus. Alors j'ai pas exactement, j'essaie de me rappeler un peu les autres films qu'ils peuvent avoir, mais c'est vrai que Claude Berry, non, il a fait Germinal, voilà, très, très très beau aussi. Il a fait Germinal, mais alors il est presque trop, enfin pas scolaire, je dirais pas ça de Germinal, non, c'est vraiment de mauvaise foi, mais c'est pas pareil. Là il y a je trouve dans Chao Pantin un côté âpre qui est vraiment super bien restitué. Enfin, ce Paris dépressif, je crois, c'est quoi, c'est la 18e arrondissement, je crois que c'est ça, c'est l'extrême 18e. Ouais. Voilà, le port du Péri, enfin vraiment, t'as un côté t'as un côté qui... Mais un bout du 11e, tu peux le reconnaître assez facilement. Il y a un côté urbain dépressif, un peu comme ce que faisaient les Américains dans les années 70, sauf que là, il arrive vraiment à s'extraire de l'imagerie américaine et à faire un truc qui lui est propre, et c'est vrai que ça, visuellement, ça fonctionne très bien, quoi. Où est-ce qu'on va le mettre pour ce film qui a eu quand même un torrent de César, puisque Coluche a eu le César, Anconina a eu le César, Anconina a eu 2 Césars puisqu'il a été aussi meilleure révélation, ce qui est, je déteste cette catégorie. C'est débile. En plus, meilleure révélation, parfois t'as des acteurs qui tournent dans le milieu depuis 5 ans, tu sais. Genre oh merde, t'étais là. Ah bah t'étais là. Oui. Le meilleur nouveau. Le meilleur nouveau mec qu'on a remarqué cette année, quoi. Où est-ce qu'on met Chao Pantin? Le Rise and Fall de Claude Berry. Enfin, le Rise and Fall. Ouais, le Rise and Fall. Et en plus, c'est très. Enfin, Chao Pantin, c'est dans les derniers films de Coluche, hein, parce que Coluche, il va mourir. C'est son dernier film, je crois. C'est peut-être même son dernier, ouais, peut-être. Il meurt pas juste après. Parce que dans mon souvenir, il mourait que l'année d'après. Alors peut-être qu'il a pas fait d'autres films derrière, hein, je sais plus. Mais tu sais, le temps de sortir, je sais pas. Mais Coluche est mort en 85 ou 86. Celui-là il est de 80. Celui-là il est de 83, 84, je crois, un truc comme 84, ça. Ouais. Donc, alors je suis pas sûr que ce soit son vrai dernier, mais en tout cas c'est un de ses derniers. Et un peu comme la soupe aux choux quelque part pour De Funès. C'est le moment où. Alors non, il a Fou de guerre
85. Ah, voilà. Mais un peu comme la soupe aux choux pour De Funès. Enfin, les mecs, ils sont pas médiums, hein. Mais tu sens, enfin, c'est vraiment la coïncidence, enfin, la proximité de la mort de l'acteur et ce moment charnière en fait dans ce qu'ils se livrent sur eux-mêmes. Voilà, ça donne une dimension qui est assez passionnante en fait. Où est-ce qu'on met Ciao Pantin? Où est-ce qu'on met Chao Pantin? Où est-ce qu'on grave Chao Pantin? Je vois un film assez comparable. Je vois Year of a Dragon, tu vois. Ouais. C'est assez comparable. Bah écoute, moi je le mettrais sous les portes du paradis, personnellement, du coup. To Heaven's Gate? Ouais, sous Heaven's Gate. Allez, deal. C'était pas compliqué. Ciao Pantin. Maintenant, vous savez, qu'est-ce que c'est qu'un Ciao Pantin. Voilà, vous savez ce que c'est qu'un Chao Pantin. Et vous Enfin, avez vous les le armes. saviez, hein. Vous avez les armes pour détecter les Chao Pantins. Ouais. On compte sur vous pour alpaguer les projectionnistes à la sortie du cinéma. Mais c'était un Chao Pantin! C'est un Ciao Pantin, vous m'avez menti. Vous m'avez menti! Et alors, attends une seconde, excuse-moi. Deuxième film de sa liste, c'est un film de Claude Zidi qui s'appelle Les Ripoux. Ah bah oui, les ripoux, donc Thierry Lhermitte. Et alors, j'aime beaucoup les ripoux. J'adore les ripoux, en fait. Alors, figure-toi, Daniel, que tu toi n'es pas aussi tout seul. Bah oui. Génial. J'adore les ripoux, c'est Lhermitte Noiret. C'est l'ermite Noiret. Voilà, Et Régine dans le rôle de la femme de Noiret. Ouais, exactement, c'est vrai, putain, il y a Régine dedans. Enfin, elle est prostituée, mais lui, il Oui. est son Mac, mais en même temps, c'est sa femme. C'est sa régulière, voilà. Ouais. Euh, Putain, les films de l'époque, quoi. C'était toute une atmosphère. C'était la France. Et oui, et c'est un film que j'aime beaucoup en fait, Les Ripoux, parce que il y a un aspect comique dedans, mais Ça se prend pas au sérieux, mais il y a il y a un vague soupçon de fond, quoi. et voilà, c'est qu'en fait, j'aime beaucoup le ton qu'ils n'arriveront pas à reproduire parce qu'il y aura quand même 2 suites aux Ripoux, hein, les Ripoux Qui sont moins bien, on va dire. les Ripoux, bah on va dire que quand C'est même, Ripoux contre les Ripoux et Ripoux 3, si je me voilà, souviens. dans le dernier, il y a Laurent Dutch dedans. Donc c'est pour vous situer un tout petit peu le Oh film. merde, j'avais oublié Ripoux 3, j'avais oublié. Ouais. Non, moi j'ai pas oublié. Moi, voilà. Il y a parfois des traumatismes comme ça, tu sais, genre je me suis coincé la main dans le salibroyeur ou bah pareil. Il y a les Ripoux 3. Donc on va revenir Ripoux. Oui, ce que j'aime bien, c'est le ton du film et un ton qui m'avait vachement déconcerté quand j'étais môme parce que moi j'avais regardé les Ripoux parce qu'il y avait Thierry Lhermitte et Thierry Lhermitte c'était les bronzés, tu vois. Et genre là, t'as un aspect effectivement un peu comique, un peu décalé, mais à côté t'as une espèce de fond policier qui est suffisamment, on va dire, réaliste ou en tout cas suffisamment noir pour que ça donne un ton très étrange, quoi, qui étrangement parce que d'habitude les trucs qui sont à mi-chemin ça fonctionne pas très là je trouve que ça fonctionne de façon assez étrange et que parce que le film est tout le temps dans la rupture en fait, c'est-à-dire que parfois t'as certaines scènes qui fonctionnent vraiment très bien dramatiquement, puis d'un seul coup t'as un peu de gaudriole, mais c'est jamais un peu d'émotion, mais en même temps il y a un truc d'équilibre. Voilà, c'est vrai il y a un équilibre et les trucs se répondent, c'est-à-dire que t'as pas l'impression qu'ils ont monté 2 films l'un à côté de l'autre, tu vois. Il y a vraiment, enfin, tu sens que c'est les mêmes personnages tout le Il y a des long. ruptures de ton par moment, Ouais, mais c'est cohérent, quoi. Mais qui te permettent de creuser un peu les personnages. Voilà, exactement. Et ce qui fait que ça fait, voilà, il y a. C'est pas L627. Hein. Non, c'est pas vraiment le même trip. Même si j'aime beaucoup L627, c'est pas le même trip. C'est pas les flics tournés caméra au point. Mais voilà, il y a un truc très étrange et qui pouvait très bien ne pas fonctionner du tout, mais que je trouve fonctionne assez bien. Et puis moi, ça m'avait vachement impressionné. C'est la scène où Thierry Lhermitte, quand j'étais môme, se prend un coup de pied ou coup de poing dans les couilles. Et c'était la première fois que je comprenais ce que ça faisait, tu sais. C'est ce moment-là, j'ai réalisé, j'ai fait. Ah L'apprentissage par la douleur. Et voilà, et cette scène-là où tu le vois plié en deux, et puis t'as Noiret à côté qui lui débite un truc, et l'autre qui se tord de douleur à côté. Cette scène-là m'a marqué à vie. Bah, voilà. C'est marrant parce qu'on a tous un truc qu'on se souvient vraiment bien de ce film. Je me souviens de 2 trucs particulièrement et qui sont restés pour moi gravés à jamais dans ma mémoire. C'est le moment où genre c'est la fin de la journée et ils mettent les gyrophares pour aller jouer le PMU. Oui, ouais. Alors, et à chaque fois que je vois des mecs qui traversent en faisant, je dis ah putain ils vont jouer au PMU. Exactement. Il y a ça, il y a 2 choses. Il y a une autre chose dont je me souviens, c'est le moment
c'est pour moi le découverte du Verlan, puisque les ripoux, c'est le Verlan, c'est Oui. les pourris. Et Thierry Lhermitte, il faut l'expliquer, c'est le good cop qui arrive et qui essaye de... Le naïf, en fait. Voilà, il est by the book, tu vois. Exactement. Voilà, et alors que Philippe Noiret, c'est un vieux, on lui fait pas, et... Il a tout vu, il a tout connu, il est blasé, voilà. Voilà, lui, il est là pour faire ses heures. Mais il connaît vraiment bien le terrain en même temps. Et au fur et à mesure, il encanaille Thierry Lhermitte. Et donc, il lui explique ce que c'est que les ripoux. Et Thierry Lhermitte, finalement, il y prend plaisir à être une canaille. C'est ça, exactement. Et il y a le moment où tu vois, il change, tu sais, au début, il est en costard et à la fin, il est avec son blaze de cuir. Ouais. Et oui, c'est vrai que Thierry Lhermitte avec un blaze de cuir. C'est vraiment cette époque-là. Et je me souviens de moments où il devient plus ripou que ripou. Et il parle de la drepou. Et Philippe Noiret, il dit quoi? Et il dit la drepou, la poudre. Et là j'ai compris vraiment le sens et du Verlan et de la coke. Quel grand film quand même. C'est un vrai chouette film, le premier en tout cas. Alors tu sais aussi, ça m'est revenu, j'en parle mais je sais pas du tout ce que ça vaut. Mais les ripoux, ils ont essayé d'en faire une série télé à un moment donné. Ah, c'est vrai, ça a été fait, ils l'ont fait. Je crois que le pilote a été diffusé, ça s'appelait Les Ripoux Anonymes. Oh merde. Je m'en souviens, alors j'ai jamais vu le truc. J'ai envie de dire, pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas. Mais bon, en même temps, je crois que c'était diffusé genre sur TF1, donc généralement, série estampillée TF1, j'y mets pas trop les yeux. Non, mais c'est pas ça, mais c'est que les mecs sont obligés d'écrire avec tellement de contraintes que tu peux pas vraiment faire. Tu sais qu'il y a vraiment un cahier des charges très très précis, par exemple. Oui, je sais, ouais. Les mecs qui écrivent Julie Lescaut, et tu sais, qui se disent putain, on va essayer de révolutionner le truc de l'intérieur. Bon courage, parce que par exemple, Julie Lescaut, quand elle sort du commissariat, il faut la montrer en train de sortir du commissariat. Ouais. Tu peux pas avoir d'ellipse dans ces séries. Ouais, tu peux pas. Enfin, c'était quoi? C'était il y a 5 ans ou 6 ans qu'il y avait un article comme ça. Justement, faudrait peut-être le retrouver. Mais il y avait eu un article sur le cahier des charges des séries TF1 où tu voyais toutes les contraintes et en fait, tu comprenais finalement pourquoi tous les épisodes ils avaient la même gueule, toutes les séries se ressemblaient, que juste il y en a un qui est roux, l'autre qui est vieux. Mais c'est qu'il y a un putain de cahier des charges. Et un truc complètement absurde. Enfin, oui, et je me rappelle très bien de ça, ouais. Et voilà, ouais, c'est un film que je trouve assez chouette. C'est César du meilleur film pour Claude Zidi. Ah oui, tiens. Ouais. Comme quoi il y avait des comédies parce que pour moi c'est une comédie. Oui, non mais c'est une comédie dramatique alors voilà. Mais oui, mais c'est marrant de. Ah non, mais tu te marres, c'est vraiment un film où tu te marres. Non parce que c'est la période Banzai, les sous-doués, enfin tu vois, d'un seul coup le mec il a César, ça fait assez bizarre de se dire ça. C'est quoi, il a gagné un César devant L'amour à mort de Alain Resnais, Carmen de Francesco Rossi, Les nuits de la pleine lune de Éric Rohmer et Un dimanche à la campagne de Tavernier. Alors, j'ai envie de dire, il l'a mérité. Voilà. Oh, putain, le niveau du César du meilleur film étranger, prépare-toi. Oh merde. Alors, c'est pas Greystock, c'est pas Maria's Lover de Konchalovsky, c'est pas Paris, Texas, c'est Amadeus de Milos Forman. Il y a quand même du niveau. Putain, la vache, la compétition, quoi. La compétition, ouais. Moi, tu me mets dans une compétition, tu me dis, il y a Amadeus contre Paris, Texas, je démissionne, je me suicide parce que je refuse de donner un prix. Tu vois. C'est dur, mais tu sais qu'on va y venir. Putain, je ne veux pas arriver à ce moment-là. On va y venir. Peut-être que je vais retarder le podcast jusqu'à comme on garde des films pour. Ah non, c'est ça. Il y a 2-3 films. je sens que ça va être une douloureuse d'en parler. César du meilleur acteur pour Notre histoire de Alain Delon. Quelle escroquerie. Et est-ce qu'il avait reçu un César pour le passage, Alain Delon? C'est ça que je veux savoir. C'est vrai que on va croire que j'aime pas Alain Delon. Le César du meilleur écrivain pleurnichard qui n'a qu'une seule main. Je pense qu'il le méritait cette année-là. Est-ce que je le remettrais pas pendant ses vacances? Est-ce que les gens voudraient pas plutôt un Parlement Luc de ça plutôt que Jeanne d'Arc? Et alors, c'est une idée à la con parce que ça m'a obligé de revoir le passage, mais avec toi. Bah, surtout que le passage il dure 1h20 en fait. Ah ouais, oh là là. Ah non, je pense qu'il y a moyen quand même. Ouais, 1h20, c'est pas 2h. C'est pas 2h38. 2h38. Ouais, là c'est Paris-Orléans quoi. Oui, là c'est vrai. On le tient le Paris-Orléans. Ou alors c'est Porte d'Auteuil, Porte Maillot un vendredi soir. Voilà. Au choix. Exactement. Et le troisième film, et je voulais vraiment le faire parce que ça. Ah bah attends, on n'a toujours pas classé. Si. Ah merde, c'est vrai. Si. Vrai, Non, on n'a pas classé les ripoux. On n'a pas classé les ripoux. Alors, ne gravons pas la charrue avant les bœufs. Alors, je suis partagé parce que pour moi c'est mieux que Ciao Pantin parce que ça me fait plus rigoler. Mais je le classe au-dessous d'Over the Top quand même. Oui, même non, bien sûr, oui. Même si j'ai des très bons souvenirs de ce film. Alors, laisse-moi quand même Black Rain au-dessus.
Ok, good. Ah ouais, c'est bon. Ah putain, attends. On peut pas mettre les ripoux au-dessus de Year of the Dragon quand même. Non, ouais, c'est vrai. Ouais, on va le mettre en dessous. Juste en dessous, juste au-dessus du professionnel. Voilà, Putain, juste au-dessus. Oh là. Et on est content. Moi, je suis content en tout cas parce que on a eu quand même plein de films français ce coup-ci. Enfin, plein. Oui, on en a eu. On en a eu, voilà. Et je te propose. Pratiquement la moitié. Hein. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ouais. C'est vrai. C'est ta faute de parler de Brian De Palma longtemps. Hein. Mais oui, mais non, attends, le type il débarque, il fait j'ai une liste, il y a Brian De Palma, Robert De Niro. Tu t'attends à quoi? Et ciao Pante. Et ciao, non, mais tu t'attends à quoi? T'as de la chance Alors, que l'épisode fasse pas 3 heures, Daniel. Moi je te le dis. Le troisième est, je pense, le meilleur film, et c'est totalement relatif de sa réalisatrice. Réalisatrice. Ah, t'es bon, tu l'as? Non. Réalisatrice, et elle est française, puisque icône de. Oui, icône bah du ouais, film. d'accord. Si je te dis 3 hommes et un couffin. Ah, oui. Colin Serrault. Colin Serrault, évidemment. C'est l'histoire de 3 hommes qui se retrouvent, qui sont célibataires et qui vivent ensemble en coloc dans un immense appartement dans le centre de immense, Paris. hein. Bon, il y en a un qui Immense. pilote de ligne, Ah, hein, quand même. Alors, entre le café dans le 18e, qui se trouve, des ripoux, qui se trouve d'ailleurs juste à côté de la station d'essence c'est vraiment Chopin. genre. Moi, parce que c'est à Porte de la Chapelle, sa station d'essence. C'est vraiment à 200 mètres. Là, on est en plein centre de Paris. On a, si je me souviens bien, attends, il y a Anconina. Non, il y a Boujna, Giraud et Dussolier. Dussolier, voilà. Voilà. Excuse-moi, Anconina, je l'ai encore en tête, c'est pour ça. Et donc, ils vivent tous les 3 dans un super appartement. Et il y en a un qui est Stewart. Voilà. Et Sandra Dussolier, ça. Et sa meuf et sa femme, enfin. Ouais, en tout cas, une de ses conquêtes. Une de ses nombreuses conquêtes dépose un colis avant de partir. Et ce colis contient un bébé. Voilà, exactement. Et ils savent pas de qui est vraiment la fille, enfin tout ça, mais ils se doutent que c'est la sienne. Et du coup, ils sont complètement expérimentés. Ils vont devoir découvrir ce que c'est que la dure vie de papa célibataire avec des biberons. Et je dis ça, j'ai pas encore de l'ironie dans la voix, mais attention, ça va venir. Les biberons, les couches, et voilà. Tu attendais ma réaction de père, c'est ça? Non, parce que ta réaction de père, tu vas essayer de te mettre à la place et dire gna gna et tout ça. L'idée, c'est que cette comédie, d'abord, a cartonné. Ouais, mais c'est un des plus gros succès de l'histoire du cinéma en France, du cinéma français. Et même 10 millions d'entrées. 10 millions d'entrées. Même à l'étranger, je crois que ça s'est exporté. Ah oui, alors. Bah, d'ailleurs, même eu un remake avec Tom Selleck. Il y a eu un remake et surtout énorme carton. Alors j'ai appris que alors 10 millions d'entrées en France. 33 millions en Union soviétique. Alors, à mon avis, c'est les comptes d'après la police et d'après l'organisation. Hein. Parce que c'est pas 33 millions, mais 33 millions de gens n'avaient pas accès au cinéma. Enfin, oui, sur les 33 millions, il y en a combien qui ont choisi d'être dans la salle? En fait, c'est ça qui m'intéresse, du coup, aux Union soviétique. Ouais. Énorme succès, quoi. Et en plus voilà, les Césars 85, d'ailleurs. Oui, non, mais énorme succès. Bah, voilà, il y a. Ouais, est-ce que c'est César 85? Ouais, non, c'est 86, je crois même. Je sais plus, ouais, c'est 85, 86. Bah, faut dire que faut remettre aussi les choses dans leur contexte. Les années 80, monter 3 hommes qui s'occupent d'un bébé, on est quand même dans la pleine période où Michel Sardou s'amuse à moquer les femmes dans ses chansons, tu vois. Voilà. Donc, on est genre, quand même. Voilà. Alors, d'abord. Ils sont assez touchants et ils jouent assez bien. C'est pour ça qu'on les aime un peu. Oui, puis ils forment un super trio en fait. Enfin, il y a ça aussi, c'est que l'alchimie entre Boujna, Giraud et Dussolier fonctionne très bien. Et c'est une excuse entre guillemets. C'est en fait c'est presque un personnage qui a été fragmenté en 3 pour bien étudier, décortiquer chaque réaction. Parce que voilà, ils sont vraiment dans une complémentarité, et c'est ça qui fait que ça fonctionne aussi. Et ouais, voilà, c'est qu'ils ont une bonne entente. Et du coup, ça les met. C'est vraiment de la comédie de situation pure, comme on va en voir des tripotés en France. C'est-à-dire, il n'y a pas une seule référence. C'est vraiment que. Oui, exactement. C'est que eux, ils savent pas faire les biberons. c'est à peu près à ce niveau-là, quoi. Oui, non, c'est exactement ça, oui. Bah, c'est presque un côté café-théâtre aussi, en fait. Voilà. Alors, là, je vais enlever les gants. En fait, je trouve que
à revoir ce film, je trouve ça pathétique en fait. Alors je ne l'ai pas vu. Moi, je l'ai beaucoup vu enfin beaucoup. Il y passait tous Voilà. les putains d'années à la télé. C'est ce que je veux dire. À une époque où les gens regardaient la télévision, hein, les jeunes, vous ne savez pas vraiment ce que c'est, mais à l'époque où on regardait la télévision et on ne pouvait pas choisir ce qui passait à la télé, c'est vrai qu'il repassait tout le temps. Enfin, genre, moi j'ai des souvenirs de ce film, genre tu zappes, troisième un coup. Enfin, c'était genre, tu savais pas ce qu'il y avait à la télé, t'avais une chance sur deux de tomber dessus, quoi. Donc j'ai vu plein de fois, mais honnêtement, oui, je ne l'ai pas revu depuis 20 ans, au moins 20 ans. Ah, je pense que j'ai pas vu depuis 20 ans, et aussi parce que j'ai pris en détestation absolue Colin Serrault en fait. Parce que le cinéma de Colin Serrault, c'est pas du tout ma came, et en fait, je déteste son point de vue sur les choses. Ouais, voilà, je déteste Colin Serrault, alors mais viscéralement. et quand je dis je déteste, think la ligne verte. C'est ah ouais, non, c'est radical. Et alors d'ailleurs, il y a un schéma parce que Colin Serrault a fait un film qui s'appelle La Belle Verte. Alors, c'est vrai. Alors est-ce que quelque part, Daniel, mais j'aime Green Lantern et Green Arrow, je comprends. Oui, mais alors c'est en anglais, tu vois. Est-ce que ils n'ont pas été traduits? Justement, les distributeurs se sont vus, ils sont arrivés. Green Lantern, on va appeler ça Lanterne Verte. Non, il y a Daniel Andreev, il va détester. Alors on va laisser ça comme ça, c'est très bien. Non, et en fait, je pense que ça se sait dans le milieu du cinéma, Daniel. Ça se sait maintenant. Les gens ont peur. Plus personne ne va mettre vert. T'aimes le frelon vert? Non, tu détestes. Je le savais. Je le savais. Voilà, on a trouvé le point commun. Bah, le frelon vert, tu sais, ça monte un peu la limite que ce que les gens peuvent payer pour voir. Et je pense que payer pour voir Seth Rogen dans le rôle du frelon vert, c'est au-dessus des moyens de beaucoup de gens. De beaucoup de gens. On est d'accord. En tout cas, moi, c'est ma limite formelle, genre. Oh putain, je peux la raconter, c'est une anecdote, puisque le jour où on va reparler du frelon vert, voilà. je venais de me faire opérer des yeux, et j'avais une énorme cicatrice sur l'œil, donc pas autour, vraiment sur le... T'as jamais été aussi proche d'Albator de toute ta vie. Voilà, et le truc, c'est que j'avais une énorme trace rouge sur l'œil, vraiment proche de la pupille. Et du coup, je suis allé voir ce film, Le Frelon Vert, donc de Gondry, en 3D. Le mec qui cherche les emmerdes, hein, quand même. J'ai mis les lunettes et tout. Alors, en plus, c'est une plus mauvaise 3D, une très mauvaise 3D. Et du coup, le mec, il récupérait les lunettes à la sortie. et à un moment, le mec, il m'a regardé comme ça, il m'a dit, ça vous a plu? Et là, j'enlève les lunettes à ce moment-là, et je dis... Ouais, vraiment bien. Par contre, je me sens vraiment bizarre. J'ai comme mal aux yeux, une migraine. Et le mec a flippé sa race. Je suis désolé. Tu sais, c'est presque qu'il appelait par Talkie-Walkie, genre, allô, envoyez-nous l'huissier, le notaire pour bien certifier qu'on c'est sans risque. Tu vois, c'était à ce niveau-là. Ouais, c'est ça. C'est genre, il y en a un qui saigne des yeux. Et t'as failli finir en article sur Slate, du coup. Ouais. C'est littéralement ça. Attention. Ah, un article sur Slate. Attention, bientôt mon article sur les comédies arrive. Alors, Daniel. J'ai vu 50 comédies cette année, mec. 50 comédies. Stop. Je tiens à prendre un témoin, et presque même en otage les auditeurs. Ton article arrive sur les comédies de fin d'année. Est-ce que je vais encore devoir faire des trucs pour toi? Est-ce que je vais devoir me plonger dans ces comédies parce que l'année dernière, je me suis quand même tapé Les Visiteurs 3 pour extraire la séquence de Y'a plus de lait pour faire un montage dessus. Avant, je me suis tapé la superposition de Lambert Wilson avec la voix de Jean-François Copé. Tu sais quoi? Je viens d'avoir le simple fait que tu l'aies dit. Je viens d'avoir une idée horrible. Horrible. Tu vas devoir te taper 3 films pour isoler des petits extraits. Mais chaque année c'est pire. Sinon, j'assois tes enfants devant la télé et je les oblige à regarder Épouse-moi mon pote. Mais pourquoi je suis ami avec toi? Dis-moi, c'est quoi la raison? Je sais pas. Pourquoi? On n'a jamais aussi peu parlé de films. Mais pourquoi déjà tu proposes ça et pourquoi je vais dire oui? Parce que je vais finir par dire oui parce que je dis oui à chaque fois. Et pourquoi je reste ami avec toi? C'est pour l'amour de l'art. Oui, c'est ça, c'est pour l'amour de l'art. Non, mais... C'est pour l'amour de l'art. Au bout d'un moment, et je vais dépenser une fortune en psychiatre, moi, quand je vais arriver à 50 balais. Putain. Je comprends pas pourquoi. Christian Clavier. Quand j'entends sa voix, je bave. Je peux pas me retenir. Il y a plus de lait. Alors, il y a plus de lait. Il y a plus de lait, c'était le montage de l'année dernière de Papa. Il avait isolé tous les passages où il dit il y a plus de lait dans Les Visiteurs 3. Oui, et je me souviens, tu m'as dit, tu as carte blanche. Tu as carte blanche, t'as dit, il y a entre 1h23 et 1h33, il fait que ça.
Voilà. Ah là là. Et Est-ce je pense qu'on- que quand tu regardes le montage que j'ai fait, tu comprends en fait mon état de déliquescence intellectuelle au fur et à mesure. Mais tu sais que pendant un mois entier, je faisais plus de lait, j'essayais de faire la techno que t'as fait. Ah là là. putain. Est-ce qu'on retournerait pas en coller une à 3 hommes et un couffin? Alors, Oh merde, je disais, je disais que je détestais Colin Je les avais Serrault. oubliés. Je les avais oubliés. Tu vois tout à quoi Colin Serrault fait ressortir de ce qu'il y a de plus mauvais en moi. En fait, pourquoi je te disais Alors, c'est de la comédie de situation, là, c'est drôle, il n'y arrive pas et tout ça. Mais par contre, les films ouin, les hommes s'en chargent. Aujourd'hui, j'ai du mal à le revoir, tu vois. Kramer contre Kramer, et j'ai du mal avec ces films où, alors, parce que c'est toujours l'inverse en général, c'est toujours le mec qui se casse et qui laisse la femme seule, et là, du coup, ça fait la comédie parce que c'est trois nigauds, quoi. Et quand je te dis que c'est le meilleur film pour moi de Colin Serrault, c'est que après ça va empirer. Oui, non, après ça va empirer. Non, mais après, non, mais c'est vrai qu'il faut aussi le remettre dans le contexte. Je pense que c'était aussi le seul prisme qu'ils avaient à un moment donné pour parler du fait d'être père, parce que finalement, changer des coups, s'occuper de son gosse pour un homme dans ces années-là, c'était mal le bout vu. du monde, ouais. C'était le bout du monde, c'était tabou, c'était machin. Donc, heureusement. Et encore aujourd'hui, t'auras toujours un Zemmour pour te dire Oui, non, bien sûr. oh là là. Non mais évidemment, t'as toujours des connards pour dire le contraire et tout. Enfin, je veux dire, voilà, c'est toujours. Mais vraiment à l'époque, t'avais un côté presque, presque comment dire, subversif entre guillemets, tu vois. Vraiment genre, c'était un sujet. Et je pense que voilà, ils l'ont abordé sous cet angle-là parce que c'était la porte d'entrée la plus simple pour les gens. Parce que voilà, je pense que au-delà de la mère qui abandonne l'enfant, je pense que le sujet qu'ils voulaient aborder, c'était le père qui s'occupe de son enfant. Et c'était peut-être le prisme qui était le plus simple à l'époque pour eux, parce que finalement l'idée qu'il peut y avoir derrière et qui est discutable ou pas, hein, ça c'est voilà. Ah, tu devrais être modérateur. Non mais l'idée qu'il y a derrière, c'est la seule façon pour qu'un homme s'occupe de son gosse dans les années 80 et les années 70, c'est que la mère l'abandonne. C'est littéralement Exactement, ça. ouais. Ce que ces films nous disent, ce qu'ils nous disent à l'époque, c'était que le seul moyen qu'un père s'occupe vraiment de son fils ou de sa fille, c'est qu'il y soit contraint. Et qu'il soit tout seul. Ouais. Et c'est un peu ça. Donc, alors après, oui, les choses ont changé. Et effectivement, l'aspect dont tu parles peut être présent. Maintenant, voilà. Est-ce que c'est ça la raison? Est-ce que c'était celle que j'ai évoquée? Bon, les deux angles finalement peuvent se discuter, mais c'est vrai que, en tout cas, aujourd'hui, c'est vrai que ça fait assez étrange comme approche pour parler de ce sujet-là, quoi. Ouais, aujourd'hui, les gens ils se feraient bon, bah, elle est où la comédie, quoi? Oui, c'est ça. Oui, voilà, exactement. C'est genre, ah ok, c'est des ignorants. Et en fait, les comédies par l'ignorance, en fait, ne me font pas rire, déjà, de base. C'est genre, tu connais pas une chose, bah ok, moi, ça me fait pas rigoler. Trouve autre chose, quoi. Ouais, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Donc c'est. Non, mais voilà. Après, voilà, ça porte les stigmates de son époque. Et. Mais quelque part, et honnêtement, je pense aussi que c'était peut-être aussi un mal pour un bien, parce que on a parlé de ce sujet-là, finalement. On a parlé de ce sujet-là, voilà quoi. Ouais, voilà. Ouais, c'est vrai que remets dans le contexte, c'est vrai qu'il y a ça. Donc, c'est un film qui, avant d'avoir son César, ne cartonnait pas. C'est vraiment le César qui l'a fait grimper au firmament du box-office. Comme quoi, les Césars récompensent des comédies quand il y en a. Oui, quoi. ouais, mais finalement, voilà, c'est l'épisode qui nous aura fait mentir. Qui fait mentir en tout cas cette réputation. Ouais, tout à fait. Il a eu le César devant Subway de Luc Besson. Ah, on ne va rien dire, le Parlement Luc n'est pas encore enregistré. Et L'Effronté de Claude Miller. Je me rappelle, je l'ai vu, mais je me rappelle pas très bien. Ah, mais non, moi je me souviens parce que putain, il passait tout le temps L'Effronté. Tu sais, c'était avec Charles Gainsbourg. Oui, non, mais je vois le film, mais je crois que ça m'avait pas passionné à l'époque. Moi, ça m'a assez marqué, ouais. Je m'en souviens pas très très bien. Et César du meilleur acteur en second rôle, c'est Boujna. Ouais, Boujna. Évidemment. Ouais, Michel Boujna, voilà, porté disparu pour beaucoup de nos auditeurs sans doute, mais à une époque, qui était touché. César du meilleur scénario. pour 3 hommes et un couffin. Ouais. D'accord. Ouais. Bravo, ça se mérite. Ah bah bravo la France. Ouais. Exactement ça. Alors, où est-ce qu'on va le mettre? Où est-ce qu'on va le mettre?
Alors, scroll the fuck down. Scroll the fuck down. Je déteste ce film. Moi, je l'aimais bien quand j'étais. Après, comme dit, je l'ai pas revu depuis 25 ans et je pense que j'ai pas envie de le revoir en fait. Voilà. Alors, tu vois, ma barrière haute, c'est Cobra. Écoute, moi, je veux dire très franchement, et je te dis ça parce que t'es un ami et que je préfère te parler franchement, Daniel. 3 hommes et un couffin, c'est un film Balek, donc tu le mets où tu veux. Ah mais oui, en plus, c'est ça qui est génial, c'est que c'est réalisé de manière complètement balèque. Oui, dans mon souvenir, oui, bah c'était très cinéma français avec les guillemets pour dire la réputation du cinéma français, machin, qui a été démenti par X film. Bref, oui, c'est vrai que t'avais le côté, je pose ma caméra, quoi. Et il y a une suite qui a été tournée oui. Il y a 15 ans. Oui, c'est ça, 18 ans après. Ouais, 18 ans après. Oui, enfin, le film s'appelle 18... Il s'appelle 18 ans après. Le film s'appelle 18 ans après. Donc après... Alors donc, ils sont tous plus vieux, ils sont tous un peu moins drôles. Et alors, je te conseille de le regarder, c'est un des films les plus crades que j'ai jamais vu, genre en termes de réalisation. Mais c'est tourné à la DV dégueulasse. Enfin, vraiment... C'est tourné au Sony vraiment Daniel, on appelle ça du cinéma vérité. Ouais, voilà. Et le cinéma vérité. Et je crois que tu n'as pas les capacités intellectuelles pour te projeter dans la vérité du cinéma. Il est descendu d'une position. Je pense que, pour moi, honnêtement, 3 hommes et un couffin, on s'engage. Pour moi, c'est l'avant-dernier film de cette liste. Moi, je m'engage que j'en ai vraiment rien à battre, en fait. Je préfère Cyborg. Je préfère regarder Cyborg. Mais écoute, je te le laisse, vraiment. Mais je crois que Colin Serrault paie pour l'ensemble de son œuvre en même temps. Honnêtement, voilà, c'est vraiment un film où j'ai vraiment aucune envie de me battre. Quel est ton pire Colin Serrault Parce que souvent, c'est pas des films qu'on nous envoie bizarrement dans les listes. Le pire Colin Serrault, je crois que j'avais détesté Romuald et Juliette. Ah, c'est horrible. Mais alors, j'avais vraiment détesté. Genre, alors, mec, c'était tout ce que je détestais ouais, je crois que c'est un de ceux qui m'a le plus insupporté. Moi, KO me fout de l'urticaire. Mais bien sûr, KO, putain, mais KO. Oh là là, cette espèce de avec fable. Vincent Lindon et oui. Avec Vincent Lindon et Rachid Abrakni. Rachid Abrakni, c'est ça. Oui. Oh là là. Déjà la crise est complètement Je crois que le seul truc à sauver vraiment, à part les faits qu'ils soient sympas, les 3 gars, et il y a Philippine Leroy-Beaulieu qui joue dedans. Et d'ailleurs, on n'a pas mentionné. On parle de Philippine Leroy-Beaulieu, tu sais, ces beautés des années 80, il y avait Philippine Leroy-Beaulieu dans Les Ripoux. Tu te souviens de Grâce de Capitani ? Mais bien sûr, je me souviens de Grâce de Capitani. Cette beauté omniprésente du cinéma des années 80. Oui, bien sûr, je m'en souviens avec son grain de beauté. Ouais, évidemment. Et il y a un truc qui est fou en plus quand je repense à 3 hommes et un couffin, c'est que tu revois Philippine Leroy-Beaulieu et tu vois les trois larrons là. Elle est complètement out of Air League. Ah bah bien sûr. Genre c'est quoi genre oui, voilà la bande de Playboy quoi. Ah, oui. Bon encore que encore que Boujna, je peux comprendre parce qu'il est sympa et mignon. Ouais, du Solier, il a de l'esprit, etc. Enfin voilà, c'est. Ouais, mais je te parle juste de point de vue genre. Ouais, genre c'est pas Thierry Lhermitte-Jeune quoi. Non mais attends, moi Giraud, récemment j'ai revu un film pour un autre podcast où il y avait Roland Giraud qui jouait un mec badass, genre un tueur de sang-froid de calibre international, incarné par Roland Giraud. Imagine-toi le truc. Putain. Ah oui, ça donne envie. Hein. Ah voilà, un indice, c'est un film avec Michel Sardou. Et tu sais quoi, en général, quand on casse comme ça, les gens tout d'un coup, on reçoit plein de listes. C'est ça, plein de listes. On va recevoir l'intégrale Colin Serrault. Alors, c'est pas la peine de nous envoyer tout Colin Serrault en une liste. Hein. Je peux vous les... Dans les années 80, elle en a fait beaucoup en plus. Bon, je crois que c'était une de ses périodes. Il y a Romuald et Juliette et qu'est-ce qu'on attend pour être heureux aussi. Alors déjà, quel titre de merde. Voilà. Ouais, déjà, tu peux pas nommer ton film comme ça. Je ne m'en souviens pas. Moi non plus, je m'en souviens pas très bien, mais je sais que j'ai pas eu de le revoir. C'est bon signe. C'est peut-être parce qu'il est très bon en fait, du coup. Ah, peut-être. Ton esprit a voulu l'évacuer. Je ne ferai pas mes devoirs sur pas cette semaine. Il m'en reste 2 encore à voir, putain. Oui. Pour le prochain épisode, bah oui. C'est moi, je plaide coupable. Je suis désolé. Allez, je crois qu'on est bon. Ah, moi j'ai toujours été bon personnellement. Après toi je sais pas, mais moi toujours. Putain, c'est ça que les gens ils doivent aimer.
cette Mais j'ai déjà dit, et j'en le redis. Méthodique pour Voilà. Il y a 3 sortes de comics, le comic de répétition, le comic de répétition et le comic de répétition. Voilà, je crois que c'est le meilleur moyen de terminer pour aujourd'hui. Sur Colin Serrault. Balance ta reco. Écoute, ma recommandation, ça va être toujours dans la série ces gens qui nous ont quittés. Enfin là, ils nous ont pas réellement quittés. Enfin si, mais bref, c'est Every Frame is a Painting. Enfin, Every Frame a Painting plutôt. Chaîne YouTube qui décortique le cinéma, qui vient donc d'annoncer qu'ils feraient leur dernier épisode. Voilà, donc ils vont s'arrêter. Mais c'est en anglais. Ah, nos amis qui ne parlent pas anglais, je suis désolé, ça va falloir faire un petit effort, mais c'est à mon sens la meilleure chaîne d'analyse de cinéma, c'est-à-dire qu'à chaque fois, pour chaque épisode, ils vont prendre une personnalité, un style, un réalisateur, enfin voilà, ils vont prendre un angle fermé, oui, vraiment un petit angle, voilà, et ils vont te l'analyser, te le décortiquer, et toujours avec ce vrai regard de vrais amateurs de cinéma, enfin ce que j'appelle moi les vrais amateurs de cinéma, dans lesquels modestement je nous classe, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont te dire autant de bien d'Akira Kurosawa, voilà, avec ses grandes épopées, que de Jackie Chan, des gens voilà qui s'arrêtent pas à la barrière du genre, du style, voilà, qui plongent vraiment au cœur des films et qui analysent ça vraiment de façon très pointue, mais toujours passionnante, pas pédant. Enfin vraiment, je trouve qu'ils avaient à chaque fois l'angle qu'il fallait, quoi. C'est-à-dire que c'est des types qui parlaient juste de cinéma parce qu'ils aiment le cinéma et qui s'y connaissent, hein. Faut bien le dire. Ils ont fait un épisode sur Martin Scorsese dans lequel ils parlent de Raging Bull, justement, voilà. Et mon épisode préféré, c'est celui où il parle des 7 samouraïs, qui est un de mes films préférés tout court. Voilà. Moi, celui que j'adore, c'est justement celui sur Jackie Chan, où là, l'angle, c'est d'expliquer pourquoi ce que fait Jackie Chan, ça fonctionne, et pourquoi chez d'autres ça ne fonctionne pas. Et tu vois qu'en fait, ce qui faisait la force de Jackie Chan justement, c'est que c'était pensé vraiment en termes de cinéma. C'est pas juste on fait des cascades et on pose la caméra. C'est-à-dire qu'il montre par le montage, par l'agencement des plans, la construction des plans, que y a une vraie notion de cinéma, une vraie gestion de l'espace, hein, comme peut le faire un McTiernan par exemple, pour au service de la kung fu comédie, et c'est ce qui a toujours fait la supériorité au-delà du talent martial de Jackie Chan. Voilà. Et c'est le genre de truc qui démontre vraiment simplement, et à chaque fois, comme dit, vraiment sans enfin voilà, c'est des mecs ils ont pas de tabou, ils aiment tous les types de cinéma, et c'est à chaque fois passionnant, quoi. Ouais, je te dis, je recommande. Mais en plus, c'est un mec qui parlait de réalisateurs comme Satoshi Kon, tu vois, le montage chez Satoshi Kon, c'est vraiment exactement. Son épisode sur Satoshi Kon est passionnant. Ouais, exactement. Kurosawa, le cadrage chez Kurosawa, le cadrage chez Bong Joon-ho, enfin tu vois, oui, c'est un mec, l'utilisation du visuel pour faire de la comédie chez Edgar Wright, enfin voilà, l'épisode où il parle juste de transpersonnage de Snowpiercer, tu vois, et il t'explique le côté l'horizontalité du film qui en fait sa force, et du coup il y a des gens qui sont passés qui ont pas aimé transpersonnage, mais qui t'expliquent au contraire l'intelligence formelle de Bong Joon-ho et vraiment il te permettait parfois de revenir sur certains films et de le voir sous un angle différent, et même par exemple des Kurosawa mineurs, quoi. Il s'y attardait, et la manière dont c'est super intelligent, c'était vraiment c'était beaucoup trop intelligent pour YouTube, comme ton émission, et voilà, c'est voilà, c'est ça, mais les gens n'étaient pas prêts à autant d'intelligence. Donc voilà, donc Every Frame a Painting, enfin voilà, vraiment passionnant, vraiment, si t'aimes le cinéma, c'est l'émission qui est faite pour toi, quoi. Oui, je pense que si tu regardes ça, tu vas regarder tous d'affilée, quoi. C'est pas possible oui. Tu t'es obligé de regarder ça et tu t'es obligé de les dévorer, et voilà. Et comme dit, après ça te permet de regarder les films sous ensemble, et le but c'est pas après d'aimer forcément les films, on s'en fout, mais c'est au moins de les avoir revus avec un œil neuf, avec une autre perspective. Après tu t'accroches ou t'accroches pas, mais montrer que voilà, au-delà de simplement certains archétypes, t'as toute une construction de cinéma, quoi. Et puis aussi, il faut dire un truc, c'est qu'il disparaît, mais il y en a d'autres qui se lancent et qui est inspiré. Je pense à Nerdwriter qui est pas mal, qui commence à faire son petit trou. Il y en a qui essayent de faire des thèses et développer des choses intelligentes avec le cinéma, et sur YouTube, c'est vraiment si on fouille un petit peu, il y en a vraiment des biens, quoi.
Ouais, non, mais sans doute il y en a avoir d'autres, hein. Ouais. Enfin des biens, mais voilà, celui-là, enfin c'était pour moi l'un des meilleurs, quoi. Donc voilà. Et moi, je vais, pour une fois, faire une recommandation. En fait, je garde mes grosses recos pour l'épisode de After Eight spécial de fin d'année, évidemment. Non, je déconne, ce seront toujours bien. Mais bon, je vais parler de Star Wars plus tard. Ah ouais, c'est vrai qu'il faudra qu'on parle de Star Wars aussi. Putain, il faut se faire un épisode. Oui, il faut se faire il faut faire une mise à jour. Il sort il sort mercredi là, dans 2 jours, à date de la sortie. Ah putain, mais oui, c'est vrai, je suis pas prêt, moi, je suis déjà dans le film. Moi j'étais prêt dans le ventre de ma mère. Tu sais, moi j'ai vu le Guillermo del Toro, je dis ça. Je ne t'entends plus, Daniel. Je passe sous un tunnel. J'entends plus. Alors, je passe à Marocco. C'est Vacation Land. C'est un bouquin écrit par John Hodgman. John Hodgman, c'est un podcasteur en fait. C'est un comédien, auteur. Il écrit pour le Daily Show avec Jon Stewart. D'ailleurs, Jon Stewart dit du bouquin, enfin, je l'ai sous les yeux, il dit « I love everything about this hilarious book except the font size ». Tu vois ce qui est le truc le plus Jon Stewart que tu puisses dire. Oui, forcément, ouais. Et alors, son podcast, il inventait des histoires, il était juge, et on lui amenait des cas de figure, et lui, il devait dire si c'était beau... Enfin, tu vois, il devait apporter un jugement sur le... Tel un juge, quoi. Et c'est un podcast assez rigolo. Et en fait, il est aussi très présent quand il est présent sur les autres podcasts, genre... Comedy Bang Bang, enfin tu vois, il est très présent sur la sphère podcastique et je suis ce mec depuis assez longtemps et Vacation Land, c'est son bouquin qui est premier bouquin il dit maintenant que avant je faisais des fausses histoires et que maintenant que les fake news m'ont été reprises, maintenant que tout le monde en fait maintenant, tu vois, maintenant j'ai été obligé de faire un truc vrai. Maintenant que c'est devenu un business. Voilà, exactement. Et c'est un bouquin qui raconte, comment maintenant il est un vieux mec blanc avec une barbe moche et il s'en excuse presque et il raconte comment c'est les vacances dans le Maine et sa perspective d'avenir maintenant, c'est d'être assis sur une chaise. C'est sa dépression post avoir fait des enfants en fait. D'accord. Qui dit maintenant que ça y est, mes gènes sont dehors, la vie n'attend plus rien de moi. Et c'est très autodépréciatif, mais c'est très drôle. C'est vraiment super bien écrit. J'adore ce livre. Ce livre m'a vraiment fait rire. Il aborde aussi des thèmes plus tristes, comme la mort de sa mère. Et en même temps, il reste avec une espèce de recul sur la vie, quoi. Genre, comment ça se fait que les gens sont partis faire leurs vacances dans le Maine, tu vois, c'est sympa. Ce mec-là, donc, c'est John Hodgman et ça s'appelle Vacation Land. Je l'ai dévoré, c'est hilarant. Et pour rester un peu dans le chaud-froid humoristique, je l'ai recommandé en fait dans MDR et je me suis dit c'est dégueulasse de pas l'avoir recommandé dans Super Cinématol, donc je vais le faire maintenant. Ah. C'est le stand-up de Patton Oswalt, donc tu vois qui est Patton Oswalt, le comédien. Ouais. Qui fait du stand-up et qu'on voit aussi dans plein de séries. Il fait plein de voix. Il fait la voix du personnage lunaire dans Happy, la série basée sur le comics de Grant Morrison. Mm-hmm. Et son dernier stand-up est sur Netflix. Et il est incroyable. Alors aussi, on sait aussi une chose, c'est que Patton Oswalt a perdu sa femme, si ce n'est l'année dernière ou il y a 2 ans. Et donc, il est clairement traumatisé par ça. Et il en fait un stand-up qui a une vocation, évidemment, tu vois, catharsique. Oui, bah donc, oui. Ouais. Il parle évidemment du nouveau président des États-Unis. Il parle de choses. C'est qui débiles. déjà ? Je sais plus. Voilà. Et il s'en excuse presque. Il dit ah putain, on est obligé d'en parler. Je suis désolé. Et à un moment, évidemment, il parle de ce qui lui est arrivé en fait, de la perte de sa femme et que il a été l'horrible père qui a été obligé de raconter, d'informer ça, de le dire à sa fille, quoi. Et que c'était sans doute c'est le 2e pire jour de sa vie après le jour où il a appris la mort de sa femme. Et donc c'est vraiment des sujets très difficiles et il y a vraiment que la classe américaine, on parle du stand-up en ce moment, en plus des histoires de plagiat, de vannes américaines, où les Américains peuvent arriver à faire des choses très très personnelles, tu vois. C'est pas genre Gad Elmaleh qui te raconte on est arrivé, il y a les chauffeurs de taxi à New York, tu vois. Enfin, lui il te parle de choses vraiment intenses et personnelles, tu en chiales évidemment, mais en même temps tu rigoles énormément. C'est un stand-up sensationnel, je pèse mes mots. Ça s'appelle Annihilation et Annihilation Patton Oswalt
Et il est disponible sur Netflix. Voilà, avec leur Eh bah écoute, je vais, je pense, en profiter incessamment sous peu. Je suis un peu bouleversé rien que d'en parler parce que c'est vraiment des. Tu sens que c'est un moment terrifiant et en même temps une manière de s'en sortir dans ces cas difficiles sur lesquels on est tous frappés. Voilà, donc Patton Oswalt, Annihilation, je vous le recommande très chaudement. Eh bien, je prends bonne note. Je crois qu'on a bouclé enfin. Et tu sais quoi ? Je peux pas aller à la dernière séance du PIF parce que c'est à 22h et... Bah, t'as le temps si tu cours vite là, Daniel. Allez. Tu sais ce que je manque là ? Je manque Jojo le film. Ah, ok. Ah bah oui, c'est cool. Oh là là, putain, à 10 minutes près, putain. Voilà. Oh bah, là. non mais, le mec, tu voulais faire un épisode rapide, t'arrives avec De Palma, qu'est-ce que tu croyais ? De Palma, Léon. J'ai été bête. De Palma, Léon Scorsese. Et Colin Serrault. Et Colin Serrault, voilà. Évidemment que ça allait déraper. Ah là là, je suis désolé. Mais du coup, ça vous a fait un épisode plus long. On vous remercie de votre fidélité, ça me touche beaucoup. Toi, papa, où peut-on te retrouver ? Eh bien, écoute, dans Parle à mon Luc, donc où nous parlons de Jeanne d'Arc, avec un enthousiasme, je crois, assez communicatif. On survit à Jeanne d'Arc. Voilà, c'est ça. C'est une bataille, c'est notre Vietnam à nous. Voilà, c'est notre Vietnam à nous. Voilà, l'Indochine de Pépé, c'est pareil. Nous, c'est Jeanne d'Arc. Voilà, mais heureusement que vous étiez là, les gars, vraiment. Je pense qu'à un moment donné, j'étais au bord du suicide quand même. Il faut bien le dire. Voilà, donc Parle à mon Luc, After Eight, on approche quand même doucement des fêtes de fin d'année, là, After Eight, donc on va faire des choses. Sur Gamecult, où je pourrais vous raconter un peu à quel point l'année 2017 c'était une année de merde, comme 2016, comme 2015, comme 2014, comme 2013, etc. T'as écrit ton top ? Non, pas encore, mais je sens que mon billet d'humeur va être d'une humeur un peu voilà, un peu massacrante. Écoute, je ne retiens que les mauvaises choses à chaque fois, c'est ça qui c'est vrai. C'est toujours comme ça, mais bon, c'est ainsi. Cette année, même tu sais quoi, même dans les pires années, tu vois, par exemple, j'avais After Eight, on a commencé After Eight, on a commencé Super Ciné Battle, tu vois, il faut retenir toujours, aussi voilà. le positif, quoi. Voilà, il faut toujours exactement. Cette année, on a commencé par la bon Luc, mais maintenant on le regrette. Ah oui, c'est genre, tu sais, c'est la fausse bonne idée, typiquement. Et puis après sur Sens Critique, Plugin Papa, et puis sur Twitter @gkpluginbaby. Voilà. Et pour WAM, Camille Robotics sur Twitter, After Eight, Super Ciné Battle, Parle à mon Luxa, tout ça il l'a dit. Je suis aussi sur Gamecult pour faire le top de l'année, et aussi je crois que j'ai un jeu de pêche en VR à tester. tu vois pourquoi il m'appelle. Et non, j'ai aussi Earth Defense Force à tester. Si seulement t'étais là, on pourrait y jouer à deux, ça serait tellement bien, mais ah là là. Je sens qu'il va falloir trouver un moyen, Daniel. Ouais, je sens qu'il va falloir trouver un moyen pour y arriver à ça. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de choses. J'ai écrit un article sur Xenoblade 2 sur Le Monde. Et bien entendu, il y a le top du meilleur du pire. Le meilleur du pire des comédies françaises qui arrive incessamment sous peu. Je suis en train de l'écrire. Et j'ai vu 50 films. Plus de 50 films, tu vois. C'est terrifiant. Oui, terrifiant, c'est le mot. Je pense que ce sera le chiffre de l'année. Voilà. Et c'est le moment où je me disais, putain, j'espère que j'ai vu quand même plus de films que de comédies, quoi, tu vois. Et en fait, tu sais, à chaque fois, j'ai rajouté un film dans la liste et je disais, ah non, ça monte trop, voilà. Et je dois dire aussi quelque chose, je vous attends pour une séance dédicace pour mon bouquin. Faut que je le place aussi. Ça sera normalement, ça sera le samedi 16. Le samedi 16 à Paris, parce que j'ai fait Toulouse, maintenant on va passer à Paris. C'est dans une librairie qui s'appelle Ayaku Shop, qui est rue Dante. Et en fait, je vous invite surtout à me consulter Twitter, ou peut-être je ferai. Je placerai ça sur le Facebook de Super Ciné. Tu feras un RT plus follow pour gagner un slip dédicacé. Voilà. Fuck this crap. Offert par un éditeur. À chaque RT plus follow, ton sexe devient plus petit. Tu le sais? Tu le savais? Oui, mais j'ai de la marge. Par la science. Con. Oh là là, putain, je dis une connerie, tu en redis une. Mais oui, mais évidemment, c'est ça. Comment tu fais? Je sais pas.
En tout cas, c'était un plaisir d'enregistrer ce Super CD Battle. T'as un plaisir très étonnant ce coup-ci, très Brian De Palma. Voilà, c'est la très pression. Robert De Niro, voilà. Très Colin Serrault. Ah non, merde. Putain, merde. Ah, j'ai encore tout foiré. On vous embrasse très fort et on vous dit à bientôt. Et surtout, on vous dit de très bonnes fêtes. Mais oui, excellente fête à tout le monde, c'est vrai. À bientôt. Ciao à tous. Alors, j'ai regardé, je me rappelais plus du titre exact de la vidéo, c'est Y'a pas de lait, Turbo Hardcore Remix 2016. Voilà, c'était ça. Attends, tu sais quoi? J'ai envie. Tu peux pas le mettre en fond sonore. Ah non, tu sais quoi? Je vais le mettre en fond sonore des bonus. Voilà, ah bah oui, c'est ça. Ah, c'est ça. Ah putain. Tu sais quoi? Je vais pas en mettre trop parce que sinon les gens ils vont avoir peur en fait. C'est ça. Il y a plus de lait, plus de lait, plus de lait. Plus de lait, plus de lait. Plus de lait, plus de lait. Maximilien, un verre de blanc, un verre de rouge. Du lait. Un verre de lait. Lolotte, on a du lait? Non. Il n'y a pas de lait ici. Non mais c'est fou ça, il n'y a pas de lait. Il n'y a pas de lait pour Robespierre, mais quelle fausse note. Il n'y a pas de lait. Mais il n'y a pas de lait. Il n'y a pas de lait. Je viens en trouver du lait. Il n'y a pas de lait. Tu me cherchais du lait. Il n'y a plus de lait dans cette rue. C'est un immeuble où il n'y a pas de lait. Il y a du lait dans cette rue. Il n'y a plus de lait dans Paris. Je n'en reviens pas, il n'y a plus de lait. Plus de lait dans le quartier. C'est du lait? Pas de lait ici, y a pas de lait! Y a pas de lait! Pas de lait! Pas de lait! Pas de lait! Y a pas de lait! Y a pas de lait! Plus de lait! Plus de lait! De lait! Pas de lait! Pas de lait! Je viens en trouver du lait! Crois-moi! Pas de lait! 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 Y a pas de lait! Pas de lait, pas de lait, pas de lait, pas de lait. Un verre de lait. Plus de lait, plus de lait. Il y a plus de lait dans cette queue. Pas de lait, pas de lait. Il y a pas de lait, il y a pas de lait. Pas de lait. Il y a plus de lait dans Paris. Pas de lait, il y a pas de lait. La vache dort. Mais pourquoi il dort avec? Un verre de lait.